Julien Gobin, bonjour. Bonjour Shaiman. Vous êtes conférencier, professeur de philosophie et auteur du livre L'individu, fin de parcours, le piège de l'intelligence artificielle, publié chez Gallimard, dans lequel vous explorez comment l'intelligence artificielle détruit notre libre arbitre. Afin de poser les bases, Julien, est-ce que vous pourriez nous dire comment est-ce que vous définissiez notre époque? Dans quoi est-ce que nous sommes embarqués? Alors, à mon sens, c'est ma grille de lecture. Il y a beaucoup de transformations dans notre époque et pour moi, il y en a deux qui sont intéressantes et qui ont poussé un peu à la rédaction de l'essai, de mon essai et de toute la grille de lecture qui va avec. C'est qu'il y a deux révolutions, en tout cas deux choses qui se produisent qui, il y a 20 ans, n'étaient pas encore à ce niveau-là. D'une part, c'est une révolution sociale sur la question de l'émancipation individuelle, de la liberté, finalement, la quête de la liberté individuelle, qui est aujourd'hui, à mon sens, à son paroxysme. On n'a jamais eu autant de liberté, autant de possibilités de s'autodéterminer dans la société. Donc ça, c'est une première grande révolution qui implique une remise en cause des conventions passées. Et de l'autre, une seconde révolution qui vient en parallèle et peut-être qui s'intrique, qui est une révolution scientifique dans laquelle l'intelligence artificielle s'intègre, mais qui finalement est une révolution qui porte un regard sur l'homme éminemment déterministe. Est-ce que nous serions libres? Est-ce que nous aurions un libre arbitre au même titre que cette révolution sociale le laisse supposer? Je m'émancipe, mais est-ce que je m'émancipe au nom d'un principe de liberté qui existerait vraiment? Et en ce sens, et c'est là pour moi ce qui est intéressant, c'est qu'on est en pleine métamorphose. D'un côté, l'aboutissement d'un ancien processus qui remonte aux Lumières, à la philosophie des Lumières au XVIIIe siècle, l'émancipation individuelle, et le début d'un nouveau processus qui est l'annihilation même de ce principe d'émancipation et de liberté. Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à parler d'un changement de civilisation? À mon sens, oui. En tout cas, on est en cours. Et pour ça, il faut comprendre, à mon sens, nous sommes dans une métamorphose civilisationnelle. Donc, il y a, selon les opinions politiques de chacun, il y en a qui disent que c'est un déclin, voilà, le déclin de la civilisation occidentale, des Lumières, etc. Le déclin, ça conduit à la mort. Or, il y a une autre façon de voir les choses, qui est celui de la métamorphose qu'on trouve chez certains insectes, qui passe par l'étape de la chrysalide. Et l'étape de la chrysalide, c'est le moment où le corps se dissout, se digère lui-même, tout devient liquide, flou, et se transforme en nutriments élémentaires qui vont alimenter des cellules souches qui vont donner le prochain corps. Comme la chenille, qui devient, dans la chrysalide, se dissout, puis devient le papillon. Et donc cette métamorphose implique une nouvelle civilisation. Je me pose la question, qu'est-ce qui pourrait caractériser cette nouvelle civilisation à venir? On est dans la prospective, donc évidemment les choses sont ouvertes et ne sont jamais aussi simples que ça, mais je distingue deux éléments qui peuvent être intéressants. Le premier, c'est la fin de l'idée de libre arbitre, de consentement libre et éclairé, d'autonomie de l'être humain. Et le second, c'est l'arrivée d'un nouveau langage, le triomphe du calcul, de la rationalité, qui est l'inverse du langage symbolique. Et donc le calcul prend la place sur le symbole. Et donc ce nouveau langage façonne à son tour une nouvelle civilisation. Dans votre livre, vous parlez beaucoup du fait que nous sommes à l'ère des postes. Est-ce que vous pourriez développer cette idée? Oui, alors je commence comme ça de manière un peu facétieuse, mais bon, il y a l'idée Touche pas à mon poste, qui était l'émission de Cyril Hanouna, mais aussi Touche pas à mon pote, qui était avant le mouvement antiraciste. Et finalement, le poste, on parle beaucoup de post-vérité, de post-rationalité, de post-genre, de post-humain, et le poste indique une transition justement, mais ne donne pas le nouvel état. Par exemple, on parle pas de la période post-baroque, on parle de la période classique. Et donc ce poste, pour moi, est le symbole, le symptôme, que nous sommes dans une transformation, un état transitoire. Et donc toute la question, c'est ce poste, vers quoi nous conduit-il? Et donc c'est un peu l'élément qui va nous guider, puisqu'il ne donne aucune définition positive. Il dit simplement, c'est la fin d'un état vers un nouveau. Donc c'est comme un trait d'union, en fait, le poste. Finalement, toutes les valeurs qui forgeaient nos sociétés jusqu'ici, on vient simplement ajouter un poste au devant, mais sans savoir vers quoi est-ce que nous allons. Voilà, elles tendent vers quelque chose. Alors ça pourrait être le trans, par exemple, transhumanisme, autre chose. Mais voilà, comme les termes sont assez flous et que tout ça est en construction, certains disent post-humain, transhumaniste. Il y a plusieurs façons de voir les choses. En tout cas, pour moi, le post, c'est le symptôme d'un état de métamorphose. Et donc, c'est presque l'indicateur fondamental de la chrysalide, de la dissolution de l'organisme vers autre chose. Et qu'est-ce qui va arriver? Évidemment, c'est tout l'enjeu de notre discussion, je pense. Oui, c'est vraiment un signe qu'on est justement dans ce processus de changement de civilisation. Alors justement, si on change de civilisation, c'est qu'il y en avait une précédente et une qui vient.
Est-ce qu'on pourrait définir un petit peu ces deux civilisations? Qu'est-ce qui caractérise la civilisation dont on sort et qu'est-ce qui caractérise celle vers laquelle on va? Alors, celle dont on sort, c'est celle issue des Lumières. Euh, et on pourrait dire d'ailleurs qui est un prolongement de la civilisation judéo-chrétienne. Mais la civilisation judéo-chrétienne postule l'âme, le libre arbitre face au bien et au mal. Mais la philosophie des Lumières nous a déjà fait sortir de cette première période. Donc c'est déjà le début d'une dissolution à l'œuvre. Et en mon sens, nous sommes héritiers de la philosophie des Lumières en tant que citoyens, individus. Et la caractéristique fondamentale de cette civilisation, c'est le fait que les hommes ne sont pas des hommes au sens large, ils sont des individus. Et là, il y a une différence fondamentale et peut-être une définition à donner. Dans la civilisation judéo-chrétienne, on se définit par rapport à la tradition, par rapport au cadre religieux, c'est tout ce qu'on appelle les tutelles. Je ne choisis pas mon destin, finalement, il m'est imposé. Et ce sont des sociétés qu'on appelle de l'hétéronomie. Pourquoi ? Parce que ma norme, ma loi, la façon de me déterminer dans l'existence vient de l'extérieur. Et c'est tout ce qu'on trouve aujourd'hui encore dans le monde, dans des sociétés dites traditionnelles. Par exemple, en Inde, le système des castes fait que là où vous êtes né, ça détermine une grande partie de votre vie, qui vous allez épouser, à quel type de travail vous avez le droit, un ensemble de choses. La philosophie des Lumières dit il faut émanciper les personnes de ces tutelles. Et il faut quitter l'hétéronomie pour rejoindre l'autonomie et être chacun le producteur de sa vie. Donc, pour ça, il y a des outils. Heureusement, on a quelques éléments, quelques cordes à notre arc. Et le premier, c'est la raison, l'entendement, la rationalité, qui nous permet, par l'éducation, de progressivement nous affranchir de préjugés, de traditions, de choses qui sont complètement arbitraires, qui ne nous correspondent pas. Et les Lumières vont dire, finalement, l'individu est le mieux placé pour savoir ce qui est le bon pour lui. C'est tout le principe du libéralisme. Ce n'est pas à la tradition ou à l'État de nous dire quoi faire, mais c'est à nous de nous orienter dans l'existence. Pour ça, évidemment, il faut casser progressivement toutes ces pressions, ces déterminismes sociaux qui viennent sur nous et qui nous enferment. Et c'est un petit peu, si on résume grossièrement, évidemment, mais le sens de l'histoire qu'on a eue ces derniers siècles en Occident, depuis 2 siècles, à chaque fois, on voit que c'est une quête, certes douloureuse, avec des effets de retour, mais progressivement une émancipation, que ça soit dans la condition sociale, la condition de la femme. À chaque fois, il y a un gain de liberté. Donc nous sommes, nous, les purs produits de cette quête d'émancipation, d'exprimer notre libre arbitre, notre autonomie. Et tout l'enjeu de la tension qu'on a aujourd'hui, c'est que cette quête d'autonomie, à mon sens, n'a jamais été aussi forte, mais c'est un peu comme un feu de paille ou des allumettes qu'on brûle. Elle est brillante, mais ce sont les signes des derniers instants. Derniers instants qui vont nous conduire vers une prochaine civilisation dans laquelle nous sommes engagés. Il y a déjà des premiers signaux, donc je les extrapole, dans lequel cette autonomie, finalement, on l'abandonne pour plusieurs raisons. D'abord à cause de contraintes extérieures qui font que c'est de plus en plus difficile de bien s'orienter dans l'existence avec son autonomie, mais aussi que finalement ça devient sous-optimal quand on peut avoir des systèmes qui nous guident plus efficacement que nous-mêmes. Pourquoi ? Parce que finalement, l'autonomie, qu'est-ce que c'est ? C'est peut-être un moyen, comme une boussole, pour aller rechercher la fin. Et la fin, en général, c'est le bonheur, le bien-être, des choses qui nous font du bien. En tout cas, des choses c'est rare qu'on exerce sa liberté pour se nuire complètement. Voilà. Donc, si on peut avoir des systèmes qui nous disent quoi faire de manière plus efficace, eh bien, ça ne sera pas de manière coercitive. C'est tout simplement qu'on verra que c'est plus efficace que notre propre jugement qui lui est imparfait, on peut se tromper, il y a énormément de raisons pour lesquelles abdiquer sa liberté devient quelque chose de plus efficace que de se faire confiance tout seul. Et en ce sens, je rejoins des thèses de Harari, dans 21 leçons sur le 21e siècle, ou je crois Homo Deus, et puis Gaspard Koenig, aussi un philosophe français. Donc cette question, le libre arbitre, finalement, est-il arrivé à date de péremption ? Tout simplement parce qu'il devient inefficace dans le nouveau monde dans lequel on est. Mais est-ce qu'on va vraiment vers cette nouvelle civilisation ou est-ce que nous ne sommes pas en train de revenir à des stades précédents finalement ? Est-ce que la mise au pouvoir de Donald Trump, la montée de l'extrême droite un petit peu partout dans le monde, par exemple, ne sont pas des signes finalement qu'on retourne dans le passé plutôt que d'aller vers cette nouvelle civilisation que tu nous expliques ? Absolument. Donc il y a deux... Quand j'ai écrit le livre, c'était en 2022, le manuscrit était terminé en 2022. L'histoire avance. En revanche, dedans, il y a 2 éléments qui permettent de répondre à cette question. Le premier, c'est d'abord que
je montre dans une grande partie que être un individu, être libre, ça crée des tensions chez les personnes. Ce n'est pas aussi simple que ça. On est libre, mais on est responsable. On manque de repères, hein, dans une société de l'autonomie. Il faut recréer le sens existentiel de la religion. Il y a beaucoup de religions aujourd'hui New Age où on picore parce que finalement c'est à nous-mêmes de recréer le sens du monde. Il faut savoir quel travail faire, qui épouser, dans quelle région vivre, etc. Donc tout ce poids fait qu'il est de plus en plus difficile de vivre dans un monde qui est marqué par l'anomie, l'absence de normes. Et donc tout ça crée une tentation très forte de revenir dans un système de désindividualisation, de l'hétéronomie, où un nouveau sens nous est donné à l'ancienne. Or, donc là, il y a déjà comme une réponse à ce qu'on pourrait appeler la fatigue d'être soi. J'ai besoin de repères, d'accord, je suis libre, mais en fait, ça ne me convient pas. Peut-être qu'à certaines personnes, ça te convient, mais à d'autres, ça ne convient pas. Et j'ai besoin d'un cap, j'ai besoin qu'on prenne en charge une partie de mon existence. Et donc, on revient vers un système fort, disons, 20e siècle. Première option. Et deuxième option qui peut aller de sens, dans le même sens, mais qui va toujours dans ce sens de la désindividualisation, qui est finalement le sens de ma thèse, hein, c'est qu'on se désindividualise progressivement, c'est que Donald Trump est en alliance avec Elon Musk, qui est porteur quand même d'une vision transhumaniste. Et le transhumanisme peut tout à fait, selon l'idéologie qui la sous-tend, parce qu'il y a peut-être autant de transhumanistes qu'il y a de personnes qui pensent que la technique peut apporter des solutions, mais tout dépend des valeurs qu'elles servent, hein. Il peut y avoir un transhumaniste pour l'égalité, un transhumaniste pour la domination, tout dépend. Mais en tout cas, dans la vision d'Elon Musk, il y a l'idée que on peut se réunir autour d'une nouvelle cause, d'un nouveau sacré qui est d'abolir les frontières, de transformer le hasard en choix, de partir sur Mars, énormément de choses qui ouvrent un nouvel horizon, qui peut justifier le fait que des individus qui sont éclatés se disent bah là j'ai un nouveau projet et je repars, quand bien même le régime après serait très discutable, en tout cas un nouvel élan. Et un nouvel élan civilisationnel qui n'est pas tout à fait celui que moi je décris, puisque moi je décris celui où on prend l'hypothèse qu'on le reste dans un système tel qu'on a encore en Europe, très respectueux des droits individuels, et si on le poursuit à son comble, si on dit eh ben, très bien, allons jusqu'au bout du modèle, où est-ce que ça nous mène? Donc il y a évidemment entre-temps toutes les tensions de l'individu, tenter de partir vers autre chose, mais si on poursuit cette quête d'émancipation individuelle, où va-t-on? Donc finalement, on pourrait se retrouver dans une société qui, sur le plan des valeurs, régresse, dans le sens retourne en arrière, mais qui, sur le plan technologique, progresse à une vitesse fulgurante. Et finalement, ce qui donnerait le sens à l'existence, ça serait plus cet aspect technologique que celui des valeurs. Alors, ou en tout cas, les valeurs, je pense que c'est plutôt le sacré. Le sacré, c'est ça qui projette l'imaginaire, qui fait qu'on peut se désindividualiser pour une grande cause. Je pense, pendant les croisades, il y avait cette phrase fameuse au XIe siècle, Dieu le veut. Bon, Dieu le veut, on part en croisade, c'est très simple, mais boum, tout le monde y va. Où est le Dieu le veut aujourd'hui qui fait que des gens, de manière presque impulsive, instinctive, vont se rassembler? Eh bien, en tout cas pour les États-Unis, un élément très fort de mobilisation de l'énergie, c'est de profaner un sacré qui est la nature sauvage, par exemple. Ça a été le cas pour la frontière, hein, au XIXe siècle. Eh bien, tout ce qui n'a pas été encore profané par l'homme, tout ce qui n'a pas encore été technicisé, devient un champ d'investissement. Donc la technique est un moyen de profanation, mais une profanation pour aller vers un ailleurs. Donc, et l'ailleurs, c'est ça qui est intéressant. Pourquoi c'est mobilisateur? C'est que ce qui n'a pas encore été profané par l'homme est encore porteur de mystère. Le mystère favorise le langage symbolique, la narration. On peut créer des grands récits. C'est très difficile de créer un récit quand tout a déjà été exploré. En revanche, si on parle de l'infiniment petit, l'infiniment grand, là, tout de suite, l'imaginaire s'ouvre et on peut beaucoup plus facilement fédérer des personnes. Et c'est une raison pour laquelle, à mon sens, vivre en ville n'est pas très propice à l'imaginaire, puisque tout notre environnement est déjà technicisé, donc déjà prévu. Et en ville, il est impossible de voir les étoiles, par exemple. Bon, et les étoiles, quand on est à la campagne et qu'on les voit tout de suite, ça ouvre vers une transcendance, vers un ailleurs. Et porter cette vision de l'ailleurs comme le fait Elon Musk peut être un élan. Alors après, le régime qui va en découler, j'en ai aucune idée encore. On voit des signaux qui sont extrêmement alarmants. Mais en tout cas, la technique permet de relancer la machine, voilà, pour trouver une nouvelle frontière. Donc, cette thèse s'appuie sur le fait que nous sommes dans une disparition des grands récits qui forgeaient nos sociétés jusqu'ici. Est-ce qu'on pourrait aller plus loin dans ce constat? Concrètement, qu'est-ce qui nous prouve qu'on est sorti de ces grands récits qui structuraient nos sociétés? Oui, en fait, alors pour moi, le grand récit qui structurait notre société aujourd'hui, c'était la question du libre arbitre.
qu'on peut faire confiance individuellement aux personnes puisqu'elles ont la faculté de s'autodéterminer. Or, la science a beaucoup avancé. Je vais le dire sur 2-3 points, mais déjà en théorie, cette idée que nous aurions un pouvoir sur nous-mêmes, que nous serions maîtres de nos pensées, comme disait Stuart Mill, un des fondateurs du libéralisme justement, sur son corps et sur son esprit, l'individu est souverain. Bon, alors quand je décide quelque chose, quand je veux quelque chose, c'est moi qui le veux et je ne suis pas sous l'influence, si on le dit de manière anachronique aujourd'hui, des gènes et de mon environnement. Bon, et bien aujourd'hui, il y a beaucoup d'éléments qui montrent que finalement, l'environnement agit énormément sur nous, que nous sommes même pétris de biais cognitifs, que les gènes eux-mêmes expliquent en partie certains traits de ce que l'on est. Et c'est là où ça devient intéressant sur la question technologique, c'est que l'intelligence artificielle crée un monde dans lequel même cet usage de l'autonomie, oublions l'idée que nous serions complètement producteurs de ce que l'on pense, que finalement ce sont nos circuits qui créent ça, et à la limite on est les marionnettes, spectateurs qui seraient conscients peut-être de penser, mais qui seraient comme le spectateur qui se prend pour l'acteur. Bon, ça c'est peut-être, imaginons que c'est comme ça, mais est-ce que ce fameux consentement libre et éclairé, qui est au principe même de notre civilisation aujourd'hui, est encore valable ? Alors, est-ce qu'il est encore valable quand, en amont de la décision, on peut être manipulé de manière extrêmement facile par des intelligences artificielles ? Si elles ont accès à quelques informations, c'est beaucoup plus simple de trouver le bon message pour nous faire changer d'avis. Là, je m'aurais fait une étude de l'EPFL qui avait montré que l'IA était efficace à 82% plus qu'un être humain pour faire changer d'avis sur des sujets de société banals. Mais ensuite, il y a évidemment la crainte de faire de toutes des fake news, de la globalisation, tout ce qui fait que finalement le monde est plus complexe qu'avant. Cette complexité est accentuée par la technologie qui crée de plus en plus d'informations. Donc peut-on encore se faire un jugement propre ? Et c'est toute la question du complotisme qui est intéressante puisque ça a germé vraiment depuis quelques années, on en parle beaucoup pendant le Covid, mais quand on écoute le discours complotiste, c'est de dire « mais moi je ne vais pas me laisser avoir, je vais exercer mon libre arbitre, je vais penser par moi-même » et évidemment on tombe dans d'autres pièges parce que c'est pas aussi simple que ça. Et donc malgré toute notre bonne volonté, est-il encore pertinent de faire confiance à notre libre arbitre quand on peut être manipulé aussi facilement. Ensuite, en aval de notre décision, comment agir dans un monde où la technique est de plus en plus présente ? Alors je m'explique, il peut y avoir, ça c'est un sujet auquel on n'est pas encore trop confronté en Europe, mais la reconnaissance faciale qui fait qu'on se contrôle, on est de moins en moins libre d'agir comme on le voudrait, par là une sorte de panoptique qui se mettra en place, mais c'est aussi le fait que notre monde environnant est de plus en plus optimisé, rendu de plus en plus efficace, ce qui laisse à la marge de manœuvre individuelle beaucoup moins de place, parce que l'homme devient sous-optimal. Et je pense par exemple au garagiste, allez, un exemple à l'ancienne, pour arriver à son objectif, il a plusieurs moyens de faire, il se débrouille à sa façon. Aujourd'hui, donc, voilà, il veut réparer un moteur, il s'y prend, il bricole, il trouve quelques astuces, il peut exercer un peu une autonomie, il va arriver à un résultat final, mais il a plusieurs chemins possibles. Aujourd'hui, que fait un garagiste avec une voiture ? Il plante une clé USB qui va détecter le problème, commander le logiciel ou la solution ou la nouvelle pièce, mais finalement, il n'a eu qu'un seul chemin possible, un seul tourniquet pour arriver au résultat final. Et donc tout ça conduit évidemment à une déresponsabilisation, puisque le corollaire du libre arbitre, c'est la responsabilité. Donc qui est responsable dans une société où tout est automatisé ? Quand il y a une crise financière, c'est les algorithmes de trading, etc. Et le dernier point, donc j'ai dit en amont de la décision, en aval, et le dernier, c'est celui pour moi qui m'intéresse le plus, en tout cas pour notre société aujourd'hui, c'est par substitution. À cause de cette fatigue d'être soi, de se rendre compte que finalement, on a gagné le droit de s'orienter dans l'existence, de faire nos propres choix, mais on est aussi un peu perdu, en masse. Je ne parle pas de vous individuellement, Shaiman, ou de moi, mais on se demande un peu comment se guider. Et cette autonomie suggère d'être bardé de technologies pour avoir des conseillers, des assistants. Alors d'abord, ce sont les assistants. Je délègue certaines tâches à une IA, etc. Mais l'assistant, plus l'information sur nous, plus il devient conseiller au nom de nos données, de ce qu'on a. Et ensuite, on va se dire, finalement, j'ai peut-être plus intérêt à suivre ce qu'il me dit plutôt qu'à m'orienter tout seul, puisque je me rends compte que je peux me tromper et que c'est pas aussi simple de savoir quel choix faire. Donc tous ces dilemmes de l'autonomie. Et je prends un petit exemple très simple et après je m'arrête là. C'est dans le marché de l'amour, de la rencontre amoureuse. Longtemps, l'amour, c'était un mariage arrangé. À la limite, l'amour, c'était pas la question. On se marie avec la personne qui a été décidée par l'hétéronomie, par la tradition, par la famille. Et puis, il y a eu Roméo et Juliette qui est arrivé. On s'est dit, mais
individuellement, je peux choisir. Et le romantisme au 19e siècle, il est avec ça. L'individu émerge et on choisit librement. Et puis, on est arrivé là et on est dans des sociétés où finalement, beaucoup de personnes ont fait ça. Et puis, finalement, on arrive à un divorce au bout de 3-4 ans, des familles monoparentales. Et la recherche de quelqu'un d'autre, on n'arrive pas à trouver la bonne personne. Et qu'est-ce qui se passe? On finit par s'en remettre à des algorithmes, des applis de rencontres qui finalement font le travail des marieuses ou des familles d'autrefois qui nous montrent des profils. Après, on a encore une liberté de choisir, on n'est pas forcé. En revanche, c'est déjà un premier filtrage et donc on délègue. Finalement, on abdique une certaine forme d'autonomie en s'en remettant à un nouvel intermédiaire, une nouvelle hétéronomie, mais qui n'est pas humaine ou symbolique cette fois-ci, mais c'est des mathématiques. Et ça, c'est intéressant. C'est du calcul qui vient nous sauver de ce fardeau de la liberté. Mais est-ce que les démocraties libérales dans lesquelles on vit encore, pour l'instant en tout cas, ont réellement comme nécessité de postuler une sorte de libre arbitre presque métaphysique pour fonctionner? Est-ce qu'on ne peut pas continuer dans ce système-là tout en acceptant effectivement que les médias, l'éducation et tout un tas d'autres choses nous déterminent d'une certaine façon? Oui, et alors effectivement, ce qui peut être hypocrite, et dans les pères fondateurs un peu philosophiques du libéralisme, il y a une école qui est celle un peu de souveraineté sur soi-même, je parlais de John Stuart Mill, mais il y a par exemple John Locke, qui est un autre, lui dit finalement ce qui compte c'est tout simplement de ne pas avoir d'entrave dans ce qu'on veut. Je veux un candidat, on va pas m'empêcher, on va pas mettre un pistolet sur la tempe, ou je veux acheter un produit, on va pas m'empêcher, ou je veux créer une entreprise, etc. Mais on voit bien que c'est une très grande hypocrisie parce que je veux quelque chose, mais si j'ai été manipulé est-ce que ça a encore un sens? Et donc, il y a un équilibre, je pense, qui est extrêmement précaire et qui n'a pas été vraiment bien défini dans le libéralisme aujourd'hui, dans la démocratie. Pourquoi est-ce qu'on éduque les personnes? C'est pour les armer au mieux contre ces attaques des déterminismes. On veut au contraire faire germer l'individu qui pourrait, en tout cas, à défaut d'avoir un libre arbitre métaphysique, de se déterminer rationnellement sans influence. Et ça, c'est un principe extrêmement important, puisque si on vote pour un candidat et qu'on est sous influence, finalement, on est la marionnette d'autre chose et on revient dans une sorte d'ancien régime où des aristocrates nous disent vous avez le droit de vote, mais vous allez voter ce qu'on a décidé pour vous. Ou si on signe un contrat pour un contrat de travail, par exemple, on est censé prendre cette décision de manière libre, sans la contrainte et en ayant compris tous les enjeux. Or, c'est toute cette ambiguïté aujourd'hui quand on vote pour un candidat qui prend le temps de regarder tous les programmes. Ça demanderait en fait plusieurs heures à chaque fois. Et donc on joue, l'élection se fait sur le charme beaucoup, sur énormément de biais sur lesquels joue le candidat. Et donc je pense que la démocratie aujourd'hui gardait un peu cette idée qu'on avait une liberté. Sauf que les outils sont tellement avancés aujourd'hui que ce postulat, ou alors se cacher sous le tiroir, cette ambiguïté, n'est plus possible. Si on prend le scandale de Cambridge Analytica qui a un peu lancé l'idée de la manipulation, c'est quand les données de Facebook ont été prises par une entreprise pour cibler ensuite les électeurs pour Donald Trump. Finalement, ça montre que si on a suffisamment d'informations sur la personne, on peut faire des messages personnalisés. Et donc, à la limite, une démocratie à l'ancienne où vous avez un candidat qui, avec un message, comme là maintenant, a 1 million d'auditeurs qui vont, ce que je souhaite, vont voter ou pas. Là, on a 1 million de messages sur mesure, donc c'est plus du tout les mêmes règles. Donc, à un moment, il va falloir trancher. Soit on est libre de choisir, soit les moyens sont trop forts et on n'est même plus en mesure de faire la part du vrai, du faux, d'exprimer rationnellement la chose. Et ce que je pense, c'est que finalement, on va peut-être arriver, ça ne va pas forcément annuler la démocratie de penser qu'on est déterminé, mais peut-être qu'on pourrait trouver un modèle qui serait encore plus efficace, qui n'est pas forcément celui qui me séduit le plus, mais logiquement, je me dis qu'on pourrait arriver vers ça. C'est une démocratie qu'on pourrait appeler déterministe ou probabiliste, en tout cas qui repose sur le fait qu'on n'est pas libre de nos choix. Alors, je m'explique. Imaginons un système où nous sommes bardés d'intelligence artificielle, donc qui prennent nos données. Et c'est d'ailleurs ce qu'on fait avec les réseaux déjà en partie, avec des montres connectées. Ces données nous permettent d'être prédits de manière plus efficace. Et si on postule que nous sommes déterminés, tout est une question de captation de données et de puissance de calcul. Plus on aura de données sur la personne, plus on aura une vision précise, plus on pourra l'aider à accoucher de ses buts, à accoucher de ses désirs, à l'aider là-dedans. Et quel est le grand problème en démocratie? C'est qu'il y a des partis politiques. Partis politiques qui déforment la voix du citoyen. Et donc, pour un parti, pour un candidat, il y a peut-être 5 millions d'électeurs qui votent pour lui, mais finalement, la personne ne représente pas la voix unique de chacun de ses électeurs. Il est obligé de faire une sorte de grosse synthèse, une sorte d'intérêt général, mais il y a une grande déformation de la voix.
Et l'IA pourrait nous permettre de retrouver une sorte de démocratie directe et de personnalisation et de la prendre en compte la voix de chacun, puisque finalement on n'a plus besoin de passer par un système pyramidal. On pourrait prendre à la source chacune des voix qui peut être soit explicitement formulée, soit même déduite du mode de vie, du taux de stress, etc., pour avoir une cartographie et donc s'affranchir de cette déformation de la voix du citoyen. Quand il y a eu les Gilets jaunes, il y a eu les cahiers de doléances en France, où on récolte la voix de tout le monde. Donc chacun, tous les mécontents, il y a eu des centaines de milliers de propositions qui ont été faites. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il y a une IA qui a tout pris et qui a essayé de dégager les grandes tendances, les grands besoins. Et il y a eu 10 propositions qui n'ont pas du tout été suivies, mais ça a été une première étape de se dire, on n'a peut-être plus besoin de passer par des grands intermédiaires qui vont déformer la voix, mais on peut tout à fait repartir de la base et ensuite, à partir de là, chercher les meilleures solutions au nom de l'intérêt de chacun qui est déjà pris en compte dans une simulation. Finalement, si les grandes entreprises de la technologie nous connaissent mieux que nous-mêmes, pourquoi pas leur déléguer nos choix du moment qu'ils le font, évidemment, en fonction de ce qu'on veut réellement. Ce qui, pour l'instant, n'est pas vraiment le cas. Ils essayent plutôt de maximiser leurs propres intérêts. Voilà, à condition que ce soit pour l'intérêt général, et, évidemment. On pourrait dire la même chose pour la démocratie. C'est important d'avoir un homme politique qui est pour l'intérêt général, donc on n'est jamais à l'abri. Donc là, on n'a pas un système politique qui nous fait ça. Les GAFAM le font, effectivement, avec des intérêts qui ne sont pas du tout les intérêts de l'épanouissement personnel. Il y a évidemment tout un système de manipulation. Et c'est là le grand danger. C'est toute cette possibilité de manipuler à notre insu, de faire une sorte d'ingénierie, alors non pas une ingénierie sociale, parce que là on est sur des intérêts privés, mais de faire une manipulation mécanique des réactions humaines. Et j'utilise ce mot puisque c'était un article qui était sorti en 1948, au tout début de l'arrivée de la cybernétique. Et c'était un logicien français, Dubarle, qui avait dit ça. Il disait, on voit des systèmes qui peuvent... accomplir des tâches qui étaient autrefois réservées à des hommes, notamment écrire, calculer, jouer aux échecs. Et finalement, il se dit, mais à terme, traduire des langues, etc., est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un joueur d'échecs politique qui guiderait les personnes et donc déléguer la fonction ultime, finalement, la dernière tâche que l'IA n'accomplit pas, qui est la gouvernance. Et il dit pour ça, c'est extrêmement compliqué parce que l'être humain est imprévisible, stochastique par excellence. Et comment est-ce qu'on pourrait faire pour que ce système, cette intelligence artificielle, il ne le dit pas comme ça, mais l'intelligence artificielle, pourrait quand même gagner à ce qu'il appelle le jeu de l'homme. Il dit il y a deux choses à faire. Et c'est là où ça résonne avec notre époque. Il dit il faut simplifier les comportements humains. Les simplifier, les rendre plus prévisibles. Et pour ça, il y a deux options. La première, c'est de créer une société dans laquelle les comportements sont de plus en plus simplifiés, des comportements de masse, ce qui fait que l'exception individuelle est réduite de plus en plus, ce qui réduit évidemment la part d'improbable. Et la deuxième option, c'est que les personnes elles-mêmes s'en remettent volontairement aux meneurs de jeu, à cette IA, parce qu'elles en tirent un intérêt au même titre que nous, on suit Google Maps, des applications, des recommandations, toutes ces suggestions-là. Et donc, on s'en remet volontairement et en faisant ça, on simplifie également les comportements, ce qui permet à terme d'avoir cette ingénierie sociale et qui est évidemment là l'opposé de la liberté. Mais alors, toute la question, et qui est plus philosophique, mais c'est est-ce qu'on préfère la liberté où on s'autodétermine, on est libre, autonome, mais on ne trouve pas forcément le bien-être, le bonheur, parce que la liberté, c'est aussi une quête, c'est l'erreur, c'est l'errance. Ou est-ce qu'on préfère le confort, être dans une habitude qui nous stabilise, il y a moins l'anxiété de la liberté, il y a les avantages matériels qui peuvent revenir. Être sur Netflix, voilà, on est bien. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On est bien, voilà. Mais il ne se passe pas grand-chose. Mais en même temps, ça neutralise un certain nombre de volontés de sortir du système. Et donc, préfère-t-on l'instabilité de la liberté ou le confort du bien-être? Et c'est tout le sujet du meilleur des mondes de Aldous Huxley, hein, mais c'est ça. Et c'est ça qui choque dans cette dystopie, c'est que les personnes sont bien. Elles ne veulent pas changer de système. Elles ne veulent pas revenir à la liberté, puisque la liberté, dans le roman, il est bien dit qu'elle avait causé énormément de chaos, de guerre. Et donc, l'idée de la liberté est beaucoup trop conflictuelle. Trouver le bonheur, là, c'est finalement peut-être le but ultime des gens. Et la liberté n'est que le moyen pour arriver à ce bonheur, à ce bien-être. Si on continue sur la situation actuelle, sur les tendances qu'on voit actuellement, est-ce qu'on risque pas de se retrouver dans une société où finalement on n'a ni l'un ni l'autre, avec des grandes entreprises technologiques qui à la fois nous enlèvent tout libre arbitre, déterminent l'existence de nos vies, mais le font pour leurs propres intérêts et non pour notre bien-être? Oui, alors là c'est un petit peu, je reprends, je vais faire un détour dans le passé par Spinoza, qui a pensé l'idée un peu d'une meilleure mode de gouvernance. Et
c'est un philosophe très mécaniste. Tout ce qui se passe est déterminé. Et donc finalement, qu'est-ce qui fait qu'un peuple se soumet ou non? C'est un seuil de tolérance à la souffrance. S'il y a trop de mal-être, si les intérêts du tyran ou du régime politique sont trop en contradiction avec les intérêts individuels, à un moment, ça crée une telle tension. On pourrait dire aujourd'hui en langage cybernétique, l'homéostasie est tellement rompue que là, il y a un mouvement. Mais si on trouve un seuil, un peu par ingénierie, on se dit on réduit un peu la jauge de stress par ça, par certaines techniques, on peut tout à fait se retrouver dans un système liberticide contre un épanouissement qui aurait pu être supérieur, mais avec quelque chose de terrible, c'est même l'impossibilité de se rendre compte de cette situation. Donc ça, je suis tout à fait d'accord. Et je pense que ce qui peut accentuer ça, c'est le fait, on parlait tout à l'heure de la fin des récits éventuellement, finalement, ce que je vois, c'est que les récits n'ont jamais été aussi forts aujourd'hui, finalement. On n'est pas dans l'idée que tout ça se termine, qu'on est dans une post-modernité totale. Au contraire, il y a un énorme clivage, le retour de Donald Trump et tout l'engouement que ça crée, c'est une guerre de récits. Mais ce qui est nouveau, c'est que ce sont des récits qui sont portés par le calcul. Pourquoi? Parce qu'il y a toute l'idée de les rendre viraux, de manipuler les personnes en ciblant bien. Donc tout ça, derrière la façon de rendre plus efficace la viralité d'un virus ou d'un récit ou son efficacité, c'est par l'ingénierie, le calcul, les algorithmes. Et c'est ce qu'avait fait dire Giuliano da Empoli. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Il a écrit Le Mage du Kremlin et un autre livre avant qui s'appelait Les ingénieurs du chaos. Et il analyse comment Cinque Stelle en Italie est arrivé au pouvoir. Et il explique que c'est tout l'algorithme qui a fait ça, qui a permis de faire germer ce mouvement politique. Et donc il dit finalement, les communicants, les littéraires qui conseillaient les dirigeants ont été remplacés par des physiciens, par des mathématiciens. Et c'est eux qui portent le langage symbolique, qui le dirigent, mais c'est plus le langage symbolique lui-même qui arrive à se diffuser. Il a besoin du soutien technique. Et donc ça crée des récits beaucoup plus explosifs, beaucoup plus puissants, parce qu'ils ont le soutien de la technique. Et c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Quand on utilise ChatGPT, par exemple, on se dit c'est des mots, mais c'est des mots portés également par du calcul. Donc le calcul est derrière maintenant, et donc c'est le calcul qui sous-tend les récits. Donc finalement, on se dirige vers une société entièrement programmée, technicisée et calculable. En mon sens, c'est le désir. Le désir de... Pourquoi? Parce que ça rend plus efficace, plus prédictible, on arrive mieux aux objectifs et ça fonctionne. Si ça ne fonctionnait pas, on n'y serait pas. Sauf que ça sert évidemment, ça maximise l'objectif. Et donc à nous de démontrer qu'on n'est pas aussi vulnérable que ça. Mais en fait, force est de constater que plus les moyens se développent, plus ces moyens sont fins, plus nous sommes vulnérables. Donc ça a plutôt tendance, en retour, à nous montrer que nous-mêmes sommes sensibles à tous ces déterminismes. Si on était vraiment libre et rationnel et capable de s'autodéterminer, on ne serait pas aussi sensible aux réseaux sociaux. La moyenne ne serait pas de 4 heures sur les réseaux sociaux pour les jeunes aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ce sont des nids à biais cognitifs, des nids à addiction. Donc à nous de montrer qu'on peut être libre. Mais je constate à grande échelle que ce n'est pas évident et je m'inclus aussi dedans, évidemment. Donc finalement, cette perte d'autonomie, c'est quelque chose que vous déplorez? Alors, déplorer, tout dépend ce qu'on recherche. Moi, je suis un produit des Lumières. Donc évidemment, je suis bien conscient que je suis enraciné dans une époque. Mais je pense avoir l'honnêteté de me dire, les choses changent. Si j'étais né au Moyen-Âge ou si j'avais été un Canut, ceux qui se sont rebellés contre les métiers à tisser à Lyon, j'aurais sans doute dit c'est pas bien non plus. Donc je ne dis pas que c'est pas bien, je dis que c'est une transformation. À nous d'être vigilants pour que cette transformation qui arrive, quand bien même nous perdrions la liberté, l'idée qu'on est libre, qu'on se détermine, si c'est pour arriver à la maximisation de valeurs que j'estime importantes, le développement de l'intelligence, de l'information, de la conscience, toutes ces choses-là, c'est très bien. Si c'est pour nous enfermer et servir des intérêts bassement humains de domination et de barbarie, de revenir à des états qu'on a dépassés aujourd'hui, là je m'indignerais. En revanche, je constate que mon paradigme dans lequel j'ai évolué est en phase d'abandon, à la fois contraint et volontaire, dans les deux sens. En gros, on n'a pas le choix parce que nos cerveaux ne sont pas assez équipés pour résister à ces déterminismes, et en même temps, pour le dire vulgairement, on en a marre de la liberté. Alors est-ce qu'il faudrait s'opposer à cette algorithmisation de nos vies? Est-ce qu'il faudrait entrer en résistance? Alors, si c'est pour des réseaux sociaux et un enfermement dans des choses publicitaires, là, c'est une question de modèle économique. C'est pas l'algorithme en soi. Il peut y avoir des réseaux sociaux extrêmement
vertueux. Hein. C'est qu'est-ce qu'on en fait? Le modèle de captation de l'attention, il ne sert qu'à ça. Donc là, c'est tout un manque à vivre qu'on a en scrollant pendant des heures. On ne vit pas le reste de l'existence, on est moins présent à soi-même. Il y a une phrase de Sénèque, là, voilà, comme j'ai un background philosophique, je me permets, dans la première lettre à Lucilius, qui est un très beau texte, il dit on a toujours peur de la mort qui va arriver demain ou dans le futur, ça nous inquiète, ça nous angoisse. Il dit mais finalement, arrêtons de penser à ça, c'est pas ça le plus grave. Le plus grave, c'est la mort qui est derrière nous dans le passé et qui se caractérise par tous les instants où on n'était pas présent à nous-mêmes, les occasions qu'on a manquées, les moments où on n'était pas là, les moments où on était absent à nous-mêmes. Et ça, c'est des petites morts de nous-mêmes qui sont perdues à tout jamais. Donc soyons présents dans le monde, et donc là, je parle de ça à cause des réseaux sociaux. Quand on est pris dans une boucle addictive où on regarde des vidéos et on a perdu 2 heures de la journée, là, il y a une petite mort de soi qui est à l'œuvre et donc un manque à vivre. Ça, c'est l'algorithme. Mais l'algorithme, finalement, il rend plus efficace l'obtention d'un but. Donc si on peut avoir un autre but qui est le déploiement des capacités humaines, la question de la connaissance, de la recherche, qui sont des valeurs, moi, qui me plaisent, là, je signe. Et même s'il y a moins de liberté, finalement, en tout cas, on ne croit plus au libre arbitre, j'aurais plutôt tendance à dire que ça peut même être un salut. Pourquoi ? Parce que le libre arbitre, d'abord, crée quelque chose qui est la culpabilité. Et beaucoup de personnes souffrent de leur situation en disant c'est de ma faute, je ne sais pas comment faire. En fait, c'est pas forcément de leur faute, c'est aussi les conditions qui ont créé ça, l'environnement, la biologie, il y a beaucoup de choses qui expliquent ce qu'on est. Et donc plutôt que de tout remettre sur le libre choix individuel, finalement il n'y a que l'entrepreneur qui a réussi, qui dit quand j'ai voulu, j'ai pu, et voilà. Mais avec le biais du survivant qu'on connaît, et donc tous ceux qui n'ont pas réussi, eux non seulement ils n'ont pas réussi, mais ils se sentent coupables, ils se disent je suis nul. Et puis il y a des problèmes bien plus importants aujourd'hui à grande échelle qui demandent une solution collective. Alors je prends un exemple, mais par exemple si on parle de la crise environnementale, si on dit c'est à vous de trier vos déchets individuellement, de faire un effort, de changer votre mode de vie, ça demande un tel effort personnel parce qu'il y a l'habitude, il y a la culture, il y a aussi des impulsions qu'on peut avoir, simplement la flemme, voilà, je n'ai pas envie de trier les déchets, ça m'embête. Donc tout ça fait que ça responsabilise énormément, alors que si on se dit en fait on n'est pas vraiment libre et c'est plutôt de manière systémique qu'on résout le problème, là c'est beaucoup plus pertinent à mon sens. Donc finalement, cette surresponsabilisation de l'individu, cette culpabilisation de l'individu pourrait aussi avoir une fin avec cette nouvelle civilisation. Et ça serait globalement une bonne chose. Je ne connais pas encore cette civilisation. Et moi, étant produit de celle-ci, ça risque de me faire bizarre. En revanche, je pense que ça délesterait d'un fardeau individuel tel qu'on l'a aujourd'hui, puisque ça orienterait les personnes dans des prises de décision. Donc on délègue le choix, ce qui est quelque chose qui donne du sens au monde. Raison pour laquelle dans des sociétés traditionnelles, même dans le passé, on dit on vivait beaucoup moins bien avant, et c'est vrai, les conditions de vie étaient effroyables. Mais c'était des sociétés de l'hétéronomie. Et donc les personnes pouvaient souffrir, mais il n'y avait pas cette inquiétude existentielle, puisque c'est comme ça. Et si vous avez interrogé vos grands-parents, arrière-grands-parents, ou ceux qui nous écoutent l'ont peut-être déjà fait, des conditions de vie abominables. Et quand on dit, mais comment tu as pu supporter ça ? Ils m'ont dit, c'était comme ça, tout le monde faisait comme ça. Et en fait, le sens du monde était guidé par ça. Et donc, il y avait une acceptation parce que le sens était donné. Ça, c'est très important. Et il peut y avoir un confort matériel énorme. Si le sens n'est pas donné, la souffrance psychique est bien plus forte, ce qui fait que aujourd'hui, en Europe, beaucoup de gens s'indignent du néolibéralisme, par exemple, en disant que c'est horrible, mais matériellement, ça n'a jamais été aussi bien aussi. Mais il y a une perte de sens. Et cette perte de sens fait qu'on ne se sent pas bien là-dedans. Je me permets de faire une petite pause dans votre écoute pour vous rappeler que ce podcast n'est pas rentable. Chaque épisode me fait perdre de l'argent et mes réserves s'épuisent petit à petit. Si vous souhaitez assurer la pérennité de mon projet, vous pouvez le soutenir financièrement sur Tipeee, PayPal ou Patreon. Les liens sont en description. Si on reprend votre métaphore sur le fait que nous sommes aujourd'hui dans une chrysalide entre une société de la chenille et une société du pavillon, finalement, une société liquide à l'intérieur de la chrysalide, on peut se dire que cette transformation est plutôt positive. En tout cas, dans l'imaginaire commun, c'est vrai que la chenille est un animal moins bien vu que le pavillon,
Bon, c'est une position un peu spéciste, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on le voit. Donc finalement, la société vers laquelle on va pourrait être une société du papillon. Oui, alors il faut être prudent, effectivement, parce que imaginons qu'il y a un parasite qui pond dans la chrysalide, on peut avoir une belle, excusez-moi, mouche à merde qui sort et on n'en a pas forcément envie. En revanche, j'ai utilisé cette métaphore puisque le destin de la chenille, génétiquement, c'est de se transformer en papillon. Et le destin des droits de l'homme, des Lumières, c'est de se transformer dans cette civilisation qui finit par nier le libre arbitre, mais qui est aussi transhumaniste. Pourquoi ? Parce que dès le début, dans la philosophie des Lumières, il y a une idée cruciale qui est la perfectibilité de l'homme. L'homme tend vers le progrès et améliorer l'espèce humaine. Donc ce progrès-là se fait pour la philosophie des Lumières au nom d'un élément important qui est l'entendement, la raison, l'éducation, etc. Mais à la même époque, il y a un philosophe qui est Condorcet, un emblématique des Lumières, qui se dit « mais quels sont les outils qu'on a à notre disposition pour améliorer la trajectoire de l'humanité ?» Bon, il parle de tout ça. Et puis il dit « mais il y en a un autre sur lequel on n'a jamais rien fait, c'est le substrat naturel humain. » Si on pouvait également intervenir, améliorer ce substrat naturel humain, on pourrait avoir une humanité meilleure. Et donc, avant l'heure, il n'y avait pas la biologie, mais ils disent que de même qu'on fait des croisements entre des chiens pour avoir la race la plus fidèle, la plus intelligente, etc., si on pouvait le faire sur des hommes, il faudrait le faire. Et donc, finalement, les Lumières nous conduisent au transhumanisme, mais c'est tout simplement la poursuite des Lumières par d'autres moyens, l'éducation, la morale, etc., plus la technologie, plus le substrat humain, la génétique, l'implant neuronal, tout ce qui va permettre d'augmenter cette efficacité et de ne pas se limiter aux moyens naturels qui étaient l'éducation, la raison, avec comme grand problème, c'est que quand quelqu'un meurt, faut tout recommencer sur la génération suivante. Donc si on peut imprimer génétiquement ce genre de choses, c'est à faire, c'est souhaitable. Et donc c'est la raison pour laquelle la chenille conduit au papillon avec cet invariant quand même, c'est tout à fait logique en fait qu'on y arrive. Donc le transhumanisme, cette idéologie qui dit qu'on devrait améliorer la biologie de l'humain à travers la science et la technologie, pour vous, c'est quelque chose qui n'est pas si récent que ça. Ça s'inscrit dans la continuité de mouvements qu'on voit depuis plusieurs dizaines, voire centaines d'années. Oui, absolument. Fin 18e siècle, tout de suite, les questions de... En fait, ces questions-là se sont posées avec... la sélection des naissances, l'eugénisme. Emmanuel Kant en parlait aussi, Condorcet en a parlé fin du XVIIIe siècle, et c'était simplement une question de moyens à disposition à cette époque. La science moderne était assez récente, il n'y avait pas encore ces grandes innovations. Mais ensuite, continuons l'eugénisme, sélection des naissances, qui est une technique comme une autre. Le transhumanisme a dans son programme la question de l'eugénisme. Eh bien, quand Darwin est arrivé, on a commencé à se rendre compte qu'il y avait des transmission de traits, etc. Il n'y avait pas encore le code génétique qui a été trouvé, mais on était au tout début. Et les mouvements progressistes du 19e siècle, fin 19e, début 20e, tous ceux qui étaient de gauche à poursuite des Lumières, étaient tous eugénistes. Et disaient que si on voulait améliorer le sort de l'humanité, évidemment qu'il fallait travailler sur les naissances, sélectionner les parents, pour tout simplement orienter l'existence dans un bon sens. Ça, c'est quelque chose d'étonnant parce que c'est vrai que quand on pense à l'eugénisme, généralement, on l'associe très rapidement à Hitler, au nazisme et ce genre d'idéologie plutôt classée à l'extrême droite. Oui, tout à fait. Et c'est évidemment, on n'en parle pas trop parce que... Donc je poursuis justement. Donc tous les mouvements progressistes de gauche et les Huxley de la famille Darwin, tous ces gens-là pensaient le futur de l'humanité en se disant, voilà, si on a des gens, des malades mentaux, des grands alcooliques et tout, s'ils se reproduisent, ça va être un coût pour la société parce qu'ils vont faire des enfants qui vont être moins bons. On suppose tout ça. Et donc, autant agir en amont. Les États-Unis, en Californie, ont eu les premières lois eugénistes vraiment appliquées et les nazis s'en sont inspirés. Mais c'était dans les années 30 aux États-Unis. Et ensuite, ça s'est poursuivi. Et en Suède, ça s'est terminé en 1996. En Suède. Il y a eu 200 000 personnes en tout qui ont été castrées. On les a empêchés de se reproduire parce que c'est des personnes jugées inaptes ou alors un handicap pour la société. Et donc le nazisme a repris ça, mais une technique au nom d'une autre valeur. Cette valeur-là était une valeur imposée par l'État avec des critères qu'on connaît, ce qui a créé un énorme tabou sur l'eugénisme et qui a complètement fermé la page. Et ce qui fait que quand on parle de l'eugénisme, aujourd'hui, on pense tout de suite au nazisme. Or, dans nos sociétés libérales aujourd'hui,
il y a un retour de l'eugénisme qui est beaucoup moins assumé, mais qui a lieu si on prend ne serait-ce que la trisomie. Au moment où il y a les embryons, même dans une fécondation in vitro ou dès les premiers mois, l'avortement, alors avec plein de raisons que je ne critique pas, mais factuellement, on est dans l'eugénisme. Pourquoi ? Parce que eugénisme, ça veut dire la bonne, et génésis, la naissance. Donc selon les critères, un trisomique, c'est pas une bonne naissance, on élimine. Il y a ensuite des critères cardiaques ou voilà, de maladies graves génétiques, on peut aussi éliminer l'embryon. Sauf qu'aujourd'hui, l'eugénisme revient sous la forme qui s'appelle l'eugénisme libéral. Ce n'est pas l'État qui va vous dire ce qui est bon ou mauvais. L'État peut inciter. Dans le cas de la trisomie, le diagnostic est gratuit. Donc quand c'est gratuit, on sait, et une fois qu'on sait, c'est plus difficile, donc on incite. Mais c'est au nom des valeurs des parents. Donc si, selon mes valeurs, j'estime que c'est une vie bonne pour mon enfant, ça maximisera ses chances de réussir, que ce soit un garçon plutôt qu'une fille. Bon, ça peut être un premier truc. Ou qu'il ait un QI plus élevé. Parmi les 50 embryons de la fécondation in vitro, on va prendre celui qui, dans les scores polygéniques, a le plus de probabilité de développer le QI le plus élevé. Je vais le prendre. Pourquoi ? Parce que finalement, si déjà je lui paye une excellente école privée, il va au conservatoire étudier la musique, je lui donne des livres, je maximise ses chances de réussir. Un petit coup de pouce génétique, si je peux l'avoir, je le prends. Il y a une étude aux États-Unis que vous devez connaître, qui est assez célèbre. On a interrogé les Américains pour savoir si ce diagnostic permettait à votre enfant d'être un tout petit peu plus intelligent et que ça lui permettait d'augmenter ses chances d'intégrer une grande université américaine, que ses chances passent de 3 à 5%. Est-ce que vous le feriez ? Et là, c'est 38% des Américains qui seraient d'accord pour faire ce test-là, de prendre le meilleur QI. Et évidemment, on se dit 38%, c'est déjà beaucoup, c'est pas non plus gigantesque, mais en fait, est-ce que l'appétence est là ? Et ceux qui ont fait cette étude comparent avec la fécondation in vitro. Et se disent, à l'époque, dans les années 70, 95% des Américains étaient contre. Le jour où la loi est passée, 2 ans après, en fait, 80% étaient pour. Et en fait, il y a un moment où il y a un cliquet social, une acceptabilité, on s'habitue et la chose passe. Et aujourd'hui, il y a une start-up qui propose ça aux États-Unis, Heliospect Genomics, et qui propose pour $50 000 de choisir l'embryon qui aurait le plus de points de QI, et ils promettent 6 points de QI en plus. Après, est-ce que ça marche ou ça marche pas ? Évidemment, c'est des probabilités. Le fait est que la confiance envers la science augmente, et au même titre que pour les applications, est-ce que je vais me laisser recommander par ChatGPT ? C'est est-ce que je lui fais plus confiance qu'à moi-même ? Est-ce que je fais confiance à ça ? C'est toujours ça de prix, j'ai rien à perdre. Et donc finalement, l'eugénisme va se répandre dans notre société, je pense, de manière beaucoup plus forte. Le seul frein à ça, c'est évidemment l'éthique. Et là, c'est là où il faut comprendre le contexte global. Au nom de quelle éthique s'y opposer ? La société libérale, elle, se dit tout est possible tant que ça ne nuit pas à autrui, ce qui est tout à fait valable, logique. La société judéo-chrétienne, dans laquelle la société libérale est encore un peu héritière, de génération en génération, on a encore des principes, la vie c'est sacré, etc. Mais petit à petit, cela saute. Et donc à un moment, il n'y aura pas de réel garde-fou moral, à moins qu'il y ait une nouvelle religion qui émerge, qui remette des tabous ou des absolus sacrés. Mais la vie est de moins en moins sacrée, donc je pense qu'il n'y a aucune raison éthique que dans 30 ans, ça ne soit pas une pratique qui soit communément admise. Ce que je trouve intéressant à souligner ici, c'est que comme pour la plupart des tendances dont on a parlé jusqu'ici dans l'entretien, ce sont justement des tendances, ce sont des choses qui ont déjà commencé, entre guillemets, et typiquement dans ce cas-là, ça signifie un petit peu l'aboutissement de ce qu'on a vu, de la distinction entre l'acte sexuel et la reproduction finalement. Les deux ne sont plus forcément liés. Oui, et alors là, c'est exactement ça. En gros, la procréation va être séparée de la sexualité. Et ça se fait petit à petit, c'est-à-dire qu'on voit que même si on suit à plus grande échelle, au début, c'était le mariage pour la procréation. Et ça, c'était obligatoire. Après, il y avait des exceptions, mais on se mariait. Ensuite, on distingue le mariage de la procréation, mais l'acte sexuel reste un acte de procréation. Ensuite, on distingue l'acte sexuel de la procréation avec la contraception. Et aujourd'hui, pour plusieurs raisons. L'une des principales raisons, c'est que la procréation est de plus en plus tard à cause des conditions de nos sociétés individualistes. Et la première d'entre elles, c'est que les femmes ont aussi une carrière à mener. On repousse l'âge en se disant, évidemment, je veux avoir une situation matérielle plus confortable. C'est plus difficile d'avoir des enfants aujourd'hui dans des environnements où les familles sont plus éclatées, où les logements sont plus petits. Donc, on le fait de plus en plus tard. Là, la fécondité, oui, le fait d'être fertile, la fertilité, diminue. Et donc, on passe plus facilement
à l'environnement médical. Environnement médical donc, qui permet d'essayer de rattraper un peu le temps perdu, mais aussi qui permet de transformer en partie le hasard en choix, puisqu'on peut choisir certains embryons. Donc on a tout à y gagner, à la fois parce que l'âge augmente, et parce que derrière, le hasard de la naissance peut être endigué en partie en transformant cette variable du hasard en choix. Donc oui, à terme, je pense, du fait du contrôle que cela permet de faire sur la reproduction, ça sera dans un environnement médical. Et la dernière étape, c'est l'utérus artificiel, je pense. Donc ce qu'on voit et qui est particulièrement intéressant, c'est que ce mouvement de libération justement des tutelles qu'on a eues jusqu'ici était avant tout social jusqu'à maintenant. Mais aujourd'hui, on essaye aussi de se libérer finalement des déterminismes biologiques qui entravent la liberté des individus presque tout autant finalement que les tutelles sociales, mais que jusqu'ici on ne voulait peut-être pas voir. Oui, tout à fait. Et pour moi, c'est ça peut-être le point crucial et aussi qui fait qu'on a un moment de transition. L'émancipation sociale à l'égard des déterminismes, c'est l'histoire des Lumières, c'est l'histoire de la gauche. Une gauche qui aujourd'hui, à mon sens, pêche par le fait elle estime qu'il n'y a que des déterminismes sociaux et que l'être humain est une page blanche et que la société s'imprime. Michel Foucault, qui est un assez important théoricien de la manière dont on internalise des contraintes, finalement, on est des réceptacles des déterminismes sociaux. Mais en fait, la biologie joue évidemment un rôle important. Et c'est là où la technique est un outil formidable qui vient au secours de l'individu, puisque la limite par excellence et peut-être l'inégalité par excellence, c'est la naissance, le code génétique. Quelle famille, alors ça c'est social, mais quel bagage génétique aussi. On n'est pas déjà naître homme ou femme, c'est déjà pas un choix. Et ensuite, si on est schizophrène de manière héréditaire, là c'est pas un choix. Il y a des personnes qui sont plus douées scolairement. Dès l'âge de 3 ans, ils apprennent à lire tout seuls, etc. Surdoués, etc. Bon, bah ça, ils réussissent mieux dans certaines choses. D'autres ont d'autres qualités, mais tout ça fait qu'il y a, si on veut vraiment être dans l'égalité, il faut s'intéresser à cette question. Pas forcément pour annuler ces inégalités, mais peut-être pour les prendre en compte, se demander ce que c'est que le mérite derrière tout ça. Est-ce que si on a des facilités en musique et qu'on devient un très bon musicien et qu'on n'a jamais vraiment fait d'efforts et que ça marche bien, est-ce qu'on est vraiment méritant par rapport à quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on est très méritant quand on a au poste de PDG, mais que à côté de ça, il y a une femme de ménage qui se tue au travail en termes d'efforts de travail, c'est peut-être beaucoup plus important chez la femme de ménage. Et pourtant, le mérite, où est-ce qu'il est? Est-ce que c'est parce qu'on a juste accès à une position sociale et peut-être une facilité qui fait que pour gagner de l'argent, on est meilleur? Donc tout ça, la question se pose. Et donc la technique repousse les limites, l'arbitraire du réel. Et le réel, en fait, défini, c'est tout ce qui nous résiste. Et c'est pour ça que la technique n'est pas quelque chose de mal en soi, c'est un véritable allié de l'émancipation. Si vous n'avez pas... je sais pas, les moyens, la voiture par exemple. La voiture, ça permet de libérer géographiquement. Toute l'automatisation, les machines à laver, ça libère la femme ou les hommes de corvée. Les robots, à terme, c'est censé libérer du travail. Donc finalement, plus on a de techniques, plus on peut externaliser des choses et moins on a de barrières du réel dessus. Et à partir de là, on peut se dire, ça c'est pour l'exécution de tâches, mais aussi pour nos propres limites, des limites biologiques. L'idée de repousser la mort, ça se fait pas juste par la spiritualité, il faut de la technique. Donc la recherche scientifique a évidemment pour but de raboter les inégalités et les hasards de la biologie pour nous émanciper toujours plus. Donc la liberté ne passe pas que par la culture, que par les déterminismes sociaux, ça passe aussi par une question biologique, génétique. Et ça, c'est un programme central du transhumanisme. Mais évidemment, puisque le transhumanisme, tout dépend de l'idéologie à laquelle peut-être qu'on va en parler, on se rapproche, mais est avant tout un programme d'émancipation, à mon sens. Est-ce que vous pourriez développer ce point? Alors, il y a plusieurs types de transhumanisme pour moi, et c'est peut-être ça le point sur lequel je voudrais insister, parce que entre quelqu'un qui veut... Alors, voilà, prenons le transhumanisme russe, qui s'appelle le cosmisme, qui est apparu dès le 19e siècle. On utilise la technologie pour poursuivre l'œuvre de Dieu, un peu comme faisait Teilhard de Chardin. Voilà. Là, il y a une valeur qui est religieuse, la technologie au service de cette valeur. On peut avoir un transhumanisme un peu dans la lignée de Nick Bostrom, par exemple, pour développer la conscience humaine, pour développer l'information, au service aussi de l'égalité, une question de justice sociale. Et là, cette valeur-là, la technique, est au service de cette valeur. Pour moi, c'est celui-ci auquel je me réfère. Mais en fait, finalement, il faut toujours préciser un peu quelle valeur on a derrière le transhumanisme. Il peut y avoir un transhumanisme libéral, la technique pour
que chacun puisse faire ce qu'il veut tant que ça ne nuit pas autrui. Un transhumanisme pour l'égalité, la justice, et à ce moment-là, il y a un problème politique un peu plus fort. Et donc voilà, tout dépend de ce qu'on veut. En tout cas, un transhumanisme au service de l'émancipation individuelle et au service du progrès de l'esprit humain, la technique est évidemment un outil indispensable, je pense, pour ça. Et on le voit très bien, ne serait-ce que Internet, Wikipédia, les réseaux, etc. Il y a des effets pervers, mais il y a aussi des effets d'ouverture de la connaissance et énormément de rencontres qui ne pourraient pas être faites autrement, au même titre que le vélo a permis de libérer des personnes des villages, etc. Donc petit à petit, la technique ouvre les horizons nouveaux, nous permet d'élargir aussi notre champ de perception. Aujourd'hui, on peut voir avec des télescopes énormément de choses nouvelles. Enfin, à terme, notre champ de conscience est élargi grâce à la technique, et donc ça a un effet retour sur nous qui nous grandit. En ça, on pourrait dire que le transhumanisme est la dernière étape de la quête de l'individu. Je pense que oui. C'est la dernière étape, et avec un piège possible. Et c'est pour ça d'ailleurs que le sous-titre de mon livre, c'est le piège de l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette promesse de l'individu, promesse que propose la technique à l'individu, de s'émanciper, de se libérer, de trouver le progrès individuel, etc. Mais cette promesse a un prix qui est de déléguer un certain nombre de choses. On peut déléguer sa force physique, bon ça on le fait déjà beaucoup, on perd, mais donc en conséquence on perd en savoir-faire, en capacité. Il y a des choses qu'on ne sait plus faire aujourd'hui et qui nous rendent vulnérables. D'un point de vue darwinien, ce n'est pas forcément un problème puisque la sélection naturelle sanctionne en fonction de l'environnement. Donc si on est dans un environnement qui est une bulle technologique, qui nous permet d'être myope et de survivre, c'est pas un problème. C'est au cas où le système s'écroule, là il y a peut-être un problème en termes de survie, mais en soi c'est pas un problème majeur. En revanche, voilà, certaines capacités sont prises en charge maintenant de plus en plus par des techniques. Aujourd'hui, des capacités cognitives, et ça c'est un danger pour moi, c'est que finalement on perde un certain nombre de savoir-faire qui ne sont pas juste des fonctions, mais qui sont ce qui forge notre individualité. Quand on veut accomplir quelque chose, alors je vais faire une métaphore caricaturale, mais prenons un voyage. Je veux faire un voyage, je prends l'avion, je vais à l'autre bout, et j'y suis, puis après j'ai mon programme déjà tout prêt, j'ai demandé à ChatGPT de me faire, en fonction de ce qui sait de moi, le programme idéal, ce qui est d'ailleurs un excellent conseil, s'il y en a qui se demandent quel voyage faire. Mais on peut aussi le faire à pied et y aller au hasard. Et dedans, dans ce voyage à pied, on va se prendre énormément de déceptions, de temps mort. On va devoir régler plein de situations intermédiaires qu'on aurait pu déléguer, mais le fait de les régler, ça nous apprend, nous, à nous connaître, à prendre des petites décisions, et ça forge notre autonomie. Ça mobilise notre cerveau, et donc à terme, notre individualité, là, notre personnalité se forge, et on gagne en connaissance de nous-mêmes, en pouvoir sur nous-mêmes. Et donc l'externalisation, en fait, en un sens, peut atrophier ce qu'on est, et donc nous rendre d'autant plus malléables, d'autant plus manipulables, puisque notre forteresse intérieure, notre statut intérieur se rabote, voilà, à force de déléguer. Et donc ça, c'est un élément qui me semble important et qu'il faut toujours relativiser. Je pense un des grands intérêts de la technique pour l'individu, c'est aussi d'arriver plus efficacement à ses objectifs, mais en mutualisant. Et si on prend la taille du cerveau de la boîte crânienne humaine, en 3000 ans, elle a diminué. On est passé de mémoire de 1500 cm3 à 1250 cm3. En d'autres termes, le cerveau est plus petit aujourd'hui chez nous que chez nos ancêtres, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, qui peut-être individuellement étaient plus intelligents. Pourquoi ? Parce qu'ils devaient gérer beaucoup de choses, à la fois peut-être des questions de mémoire, mémorisation, une intelligence de se débrouiller, énormément d'intelligence de la situation. Et donc, s'ils nous voyaient aujourd'hui, ils se diraient qu'est-ce qu'on est des larves, des espèces de petites larves, mais en même temps, nous, on est spécialisés, donc ça fonctionne. Mais est-ce que c'est un mal pour autant ? Finalement, d'un point de vue de la conquête humaine, on fait des choses extraordinaires que ces gens-là ne pouvaient pas. Pourquoi ? Parce qu'on mutualise. Et cette mutualisation fait un gain énorme en termes de connaissances. Et donc, on est peut-être moins intelligent individuellement, mais collectivement, oui. Et si on dit, regardez, aujourd'hui, c'est formidable, l'espèce humaine, on envoie des fusées, des satellites, d'accord, mais individuellement, qu'est-ce que tu sais faire ? Est-ce que tu sais coudre ? Est-ce que tu sais chasser, traquer un animal, qui étaient des choses qui étaient censées être importantes ? Donc, individuellement, je pense qu'on a moins de capacités, mais collectivement, on fait des choses bien plus importantes, bien plus impressionnantes. On parlait du fait qu'on est dans une disparition des grands récits déjà bien entamés, et puis qu'aujourd'hui, les individus ont de la peine à trouver un sens, en tout cas un sens, disons, transcendantal, qui dépasserait le simple sens qu'on donne nous-mêmes à notre vie. Est-ce que le transhumanisme pourrait être une réponse à ça ?
Oui, alors je pense, je ne sais pas si tout le monde va y adhérer, mais bon, ce qui se passe aux États-Unis, qui est une forme d'alliance avec le transhumanisme, peut le laisser penser. Euh, c'est que, je le disais tout à l'heure, le transhumanisme, pour être comme une religion, avoir un nouveau sacré, doit ouvrir un imaginaire et proposer un sacré à profaner, une nouvelle quête, s'attaquer à des grands mystères. Parce que les grands mystères, c'est ça qui met en mouvement les gens. Et on a besoin des mystères, c'est important. Si on se dit qu'on est dans un environnement où tout est expliqué et qu'il n'y a pas d'ailleurs, bah, peut-être que certains se diront c'est bien, mais quand même globalement, la plupart diront ah, si c'est comme ça, je me tire une balle. Enfin, j'ai déjà entendu ça. Et même sur la question du libre arbitre, parce que le libre arbitre peut se dire ah, on a une partie divine de nous. Et en parlant avec des personnes plusieurs fois, ils disent ah, mais si c'est comme ça, moi, je me suicide. Parce qu'on se dit, il n'y a pas de sens, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas d'ailleurs. Donc proposer un mystère. Le transhumanisme le propose et même réactualise, je trouve, de manière 2.0, le christianisme. Pourquoi ? Parce qu'il y a un certain nombre de miracles qui peuvent être proposés, un certain nombre de grandes quêtes. Alors bon, rejoindre le royaume des cieux, le truc, finalement partir à la conquête de l'espace, c'est cette idée-là, qu'on va partir dans le ciel. C'est l'inconnu. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Ça, on ne sait pas, ça met en mouvement. Il y a évidemment plein de promesses qui ont une accointance assez forte avec l'idée de l'âme. Télécharger la conscience, que notre support matériel ne soit pas ce que l'on est. Donc se télécharger, pouvoir se téléporter non pas physiquement, mais passer d'un lieu à l'autre avec notre information. Tout ça donne le sens d'une âme qui pourrait nous survivre, une conscience cette fois-ci. Là, on parle souvent de conscience en transhumanisme. Et puis énormément de miracles. Refaire marcher un paraplégique, c'est ce que propose Elon Musk avec l'implant neuronal, que des aveugles puissent retrouver la vue, mais aussi des miracles tels que téléporter des objets. Je pense aux interfaces cerveau-machine, c'est déjà une façon de le faire. Pouvoir guider une souris à distance, c'est l'idée que les lois de la matière qu'on connaissait s'annulent. Et donc tout ça, c'est un ensemble de miracles, et on peut en trouver plein, ou d'éléments qui viennent parler à l'imaginaire judéo-chrétien qui est très présent. Aux États-Unis, il est très présent. Et donc proposer ça, eh bien, ça peut être un nouvel élan où on se dit « Ah, ça y est, ça repart ». Et ce que je constate en revanche, c'est que, à part aux États-Unis depuis peu, donc là c'est intéressant d'observer, j'ai pas la réponse, mais j'ai entendu Elon Musk dans un de ses discours où il est illuminé, je pense qu'il venait de prendre de la kétamine, il a les yeux qui roulent en même temps, et il dit qu'est-ce que ça fait du bien de se lever le matin. Donc il parlait juste avant la conférence et de dire ça y est, on a, il dit, un objectif, quelque chose de lointain à faire. Je pense qu'il parle de Mars ou quelque chose comme ça, mais de se dire on est mu par une transcendance, une nouvelle transcendance. Et ça, il le dit très clairement, et là la foule est en liesse. Mais force est de constater que, par exemple en Europe, je ne vois pas des gens prôner cette nouvelle religion. Je vois qu'il y a tous les éléments d'une religion possible. Est-ce que, d'un point de vue darwinien, dans le monde des idées, elle va être sélectionnée ou pas ? Aujourd'hui, en Europe, je ne vois pas des gens défiler en train de dire ça. En revanche, je vois les gens défiler dans la rue avec les produits de cette vision qui est le smartphone sur la tête. Et les gens défilent, marchent et se cognent les uns les autres avec les produits de cette technologie. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qu'on en fait avec nos modèles de valeurs aujourd'hui, le modèle libéral, donc la quête de la libération de soi, et le piège derrière, qui est derrière cette libération, eh bien une nouvelle tutelle, une nouvelle dépendance, et donc finalement l'annihilation même des principes de notre émancipation en se bardant de ces objets qui viennent annuler notre objectif initial qui est d'être autonome. Est-ce que les gens vont accepter cette nouvelle norme transhumaniste lorsque les technologies seront là ? Je pense qu'elles sont extrêmement séduisantes et c'est souvent par le cheval de Troie qui est la santé qu'elles arrivent. Donc quand on va vous proposer déjà ce qui est déjà le cas, de pouvoir diminuer les symptômes de Parkinson, c'est pas un traitement valable pour tout le monde, je pense que c'est 30% à peu près des gens qui sont éligibles, qui ont Parkinson, une puce, et ensuite on bidouille avec un iPad et ça diminue les tremblements jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent. Ça, c'est déjà une forme de transhumanisme. Mais ensuite, si on vous propose de pouvoir choisir la naissance de vos enfants par une sélection génétique ou de vivre plus longtemps, plus jeune, plus longtemps, évidemment, tout le monde va s'y précipiter. Et celui qui dit non, jamais, la mort, c'est même ce qui fait la dignité de l'homme, etc. Bon, c'est peut-être des post-rationalisations. Parce qu'on est mortel, on cherche une raison. Mais est-ce que si on vivait très longtemps,
on se dirait on refuserait tout simplement parce que l'homme, ce qui fait la dignité de l'homme, c'est la mort. Je pense que dès qu'on propose à quelqu'un de ne pas mourir, il choisit de ne pas mourir, sauf évidemment des souffrances qui sont propres à l'histoire de chacun, ou des maladies, des douleurs et tout. Mais globalement, le transhumanisme, c'est ça la première grande promesse, c'est d'abolir une des premières grandes frontières du biologique, c'est la mort. Si on peut la repousser, tout le monde va y aller. Et ensuite, derrière ça, ça va passer par des outils, peut-être des implants, des puces ou des choses comme ça, qui, elles, au nom de cette salvation biologique, prélèvent des données. Et là, il peut y avoir toute une manipulation mécanique de l'être humain, de comportement, et donc nous rendre beaucoup plus malléables. Ça, c'est une crainte, je n'ai pas la réponse, mais je pense que tous ceux qui disent qu'ils ne sont pas transhumanistes, et moi je peux avoir des réticences, le jour où on me propose un traitement contre quelque chose qui m'embête biologiquement, je vais être le premier à le faire. Toutes les promesses faites par les religions depuis des millénaires viennent se concrétiser par la technologie. Des promesses, en tout cas, à la fois oui et non, c'est-à-dire que les religions promettent un arrière-monde, et le transhumanisme, c'est au contraire, c'est une auto-transcendance, hein. On s'élève, mais dans le monde d'ici. Et donc, on peut se passer de la religion telle qu'elle existait avant, celle qui promet justement que le salut sera hors du monde. Là, on dit le salut, c'est dans le monde. Et c'est peut-être la réponse qu'on peut apporter dans une civilisation où la science a un peu brisé les grands récits de religion, de christianisme. Aujourd'hui, je ne sais pas si on prend en France, le nombre de pratiquants catholiques, je crois qu'il est à 12%. Avant, c'était 80% il y a un siècle. Donc, sur quel terreau fonder un nouvel élan, mais que ça soit socialement acceptable. Et c'est aussi, je pense, une des raisons pour lesquelles, dans le transhumanisme, il y a une accointance possible avec le bouddhisme ou des religions un peu New Age, des spiritualités qui sont assez mécanistes finalement. Ce sont des atomes, des circulations. Il n'y a pas besoin d'une intervention divine qui ferait un miracle. Ce sont les lois de la nature. Et donc les religions qui sont scientifico-compatibles trouveront, à mon avis, quelque chose d'important. Je vois qu'aux États-Unis, c'est le protestantisme ou les évangélistes qui sont très présents. Je ne sais pas, j'ai pas trop analysé la question, mais il y a un élément qui m'intéresse, c'est que dans le protestantisme, il y a l'idée de la prédestination, donc du déterminisme. On est déterminé. Et ça n'empêche pas de concevoir un dépassement de soi. Et au contraire, ça peut être penser qu'on est déterminé, ça n'est pas un frein à l'initiative, ça n'est pas un frein au progrès tel qu'on peut le concevoir, de justice, d'émancipation, etc. C'est là qu'on voit l'importance finalement de la gouvernance, de qui contrôle ces technologies. On pourrait avoir des mondes radicalement différents en fonction de qui est la personne qui les conçoit. Ça me fait penser au texte La France contre les robots de Georges Bernanos, écrit en 1947, je crois. Finalement, il dit quelque chose d'assez simple, c'est que la technique, c'est rien d'autre qu'un démultiplicateur de puissance. Et donc, autrefois, vous aviez pendant la guerre le barbare par excellence, la grosse barbe, le criminel, avec toutes les qualités humaines du criminel, voilà, le gros méchant, qui va tuer 10 personnes, ça va être sanglant, et on va le voir comme le barbare. Et puis après, on va prendre le pilote de chasse anglais avec sa petite moustache entortillée, extrêmement digne, qui prend son avion, qui bombarde, 15 000 personnes tuées, il rentre chez lui le soir, il voit sa femme, c'est un gentleman. Pourtant, celui qui a eu le plus d'impact, c'est le pilote. Et ce qu'il montre, c'est que la technique, non seulement démultiplie l'effet de la puissance, donc c'est un démultiplicateur des valeurs initiales. Ça, c'est important de s'en rendre compte. Si on a une valeur, l'efficacité va accomplir cette valeur de manière presque obstinée, comme un bulldozer, et on peut se prendre en pleine figure les effets de cette valeur en se disant mais c'est pas ce que je voulais. Donc toutes les questions de l'alignement en intelligence artificielle. Et donc on a un démultiplicateur de puissance, et un autre aspect qui est extrêmement crucial, c'est une déresponsabilisation. Parce que quand on a la technique qui médiatise l'action, on n'a pas les mains dans le cambouis. Et donc, on est beaucoup moins responsable. D'ailleurs, ce qui est un sujet pour la question de la cause animale, un des grands arguments, c'est des gens qui ne veulent pas être végétariens, parce qu'ils ont en fait la technique qui a tout médiatisé, ils n'ont plus qu'un emballage, ils font cuire et ils ne voient pas l'animal. Voir l'animal et le manger, c'est autre chose. Pourquoi ? Parce que ça implique un rapport direct. Et donc, manger de la viande quand on est loin de tout ça, c'est déresponsabilisant, puisqu'on ne voit pas l'animal. Et c'est, je pense, une des grandes raisons qui peut faire changer les mentalités. Et en général, ceux qui voient vraiment l'animal devant eux, soit en mangent moins, parce qu'il y a plus de respect, soit carrément sont dégoûtés, ça arrive. Vous disiez justement que parfois vous aviez des discussions sur le libre arbitre avec vos amis, par exemple, et qu'ils allaient jusqu'à dire qu'ils préféreraient se suicider si on n'avait pas de libre arbitre. Est-ce que ça ne provient pas justement un petit peu d'une confusion entre un libre arbitre
quasi métaphysique et un libre arbitre beaucoup plus concret au quotidien. Parce que finalement, est-ce que c'est vraiment important pour nous, en tant qu'individus au quotidien, de savoir qu'on aurait une sorte de magie qui s'opère à chaque fois qu'on prend des décisions et qu'on pourrait comme ça échapper à tout déterminisme? Est-ce que ce qui importe, c'est pas finalement les libertés beaucoup plus concrètes? Est-ce qu'aller vers un homosexuel, par exemple, qui se bat en Russie pour ses droits et lui dire, mais de toute façon, que tu aies le droit d'être ou pas homosexuel, c'est pas important, dans tous les cas, tu es déterminé. Est-ce que ça aurait vraiment un sens? Est-ce qu'il ne faut pas distinguer justement ce libre arbitre métaphysique d'un libre arbitre plus concret au quotidien? Oui, alors c'est vrai que cette question du libre arbitre, en philosophie, c'est pas clair. Il y a plusieurs options. Il y en a une qui est de se dire c'est juste faire ce qu'on veut. Voilà. Par exemple, je suis homosexuel en Russie. Est-ce qu'il y a des lois qui vont me tuer ou pas pour ça? Est-ce que le fait que je sois homosexuel est un choix? À la limite, peu importe. Ce qui importe, c'est que je puisse le vivre. Qu'il y ait des variants déterminés ou pas, est-ce que je peux l'être? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est est-ce que quand je prends des décisions, est-ce que je les prends au nom de ma propre volonté, rationnellement? Est-ce que je me conforme à ce qui est le mieux? Est-ce que j'ai vu toutes les options? Est-ce que j'ai bien calculé? Ou est-ce que j'ai été manipulé par des pièges de la raison, par des influences qui font que finalement, je vais dans la mauvaise direction? Qu'une fois, comme tout système de manipulation, je peux vouloir, mais ça n'est plus moi-même. Donc trouver ce noyau de moi-même, c'est important. Et ensuite, cette question du libre arbitre métaphysique, je constate qu'il est important, peut-être pas pour tout le monde, mais pour beaucoup de personnes, parce qu'il est une sorte de... Il y a un moyen de se dire qu'on est maître de soi-même. Donc que notre cerveau ne décide pas à notre place, ce qui peut être très angoissant. Donc d'une part, qu'on maîtrise ce qu'on est, qu'on maîtrise nos pensées, qu'on n'est pas la marionnette de nous-mêmes. Il y a des expériences, l'expérience de Libet, je ne sais pas si vous la connaissez, en 1983, on demande à des gens de lever le doigt ou le bras droit ou gauche selon leur bon vouloir, consciemment. Et à ce moment-là, on voit qu'il y a un signal électrique avant qui arrive et qui permet de prédire ce qui va être fait. Et aujourd'hui, jusqu'à 10 secondes, on peut prédire dans la situation expérimentale, évidemment, ce qui va être fait. Ce qui donne l'idée que nos choix, on n'est pas agent de nos choix. Et en fait, là, j'en arrive à une question, elle est double. D'abord, si l'on est maître, créateur de ce qu'on veut, de nos pensées de manière métaphysique, ça peut rassurer. Pourquoi? Parce que ça veut dire que tout n'est pas réductible aux lois de la physique. Et donc, il y a un mystère, quelque chose qui nous fait penser peut-être qu'on survit à notre propre mort. En tout cas, qu'on ne se réduit pas à notre monde d'aujourd'hui, on ne se réduit pas à la matière. Et ça peut être une croyance extrêmement utile pour la vie, parce qu'on a besoin de ça. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est la confusion qu'on peut faire entre choisir librement de manière métaphysique et la conscience. Et ça, c'est un débat que j'aimerais avoir avec vous d'ailleurs, Shaiman. C'est la question de la conscience. Est-ce que la conscience est un agent de décision ou est-ce que la conscience n'est qu'un phénomène émergent? Alors là, je me base sur les avancées en neurosciences, mais qui sont toujours susceptibles d'évoluer, mais à l'état actuel des choses, notamment Monsieur Nakache, et qui montre que la conscience n'est pas agent de décision. En revanche, c'est un phénomène d'intégration de différentes parties du cerveau quand il y a une action compliquée à résoudre qui suppose une mobilisation de différentes aires du langage. Donc en fait, c'est un phénomène de process d'information, de traitement d'information, mais non pas un agent de décision. Et c'est là où peut venir la confusion. Quand on se dit on est libre, souvent on dit c'est ma conscience qui décide. Et c'est peut-être ça qui est le plus vertigineux et qui peut faire peur, c'est de se dire si ça n'est pas la conscience qui décide, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais de ma propre narration de moi-même? On sait qu'il y a des états intermittents de conscience qu'on n'est pas toujours extrêmement conscient. Même là, depuis qu'on parle tout à l'heure, si ça se trouve, j'étais en pilote automatique à un moment, mais mon cerveau l'a fait et ça a plus ou moins bien fonctionné. Et donc, la conscience est-elle agent de décision? Et dans ce cas-là, pourquoi se demander si une IA, qu'elle soit consciente ou non, est important, puisque la conscience n'est qu'un phénomène de traitement de l'information et donc pas forcément de volonté de faire quelque chose. Elle n'est que la manière de traiter un certain nombre d'informations. Et ça, c'est une question que je soulève en général. Je ne sais pas d'ailleurs si vous avez... quel est votre point de vue là-dessus Alors, je pense que la conscience dans les intelligences artificielles est importante, peut-être parce qu'effectivement, ça peut influencer les choix qu'elle va faire, si la conscience a une réelle importance à ce niveau-là, ce qui aujourd'hui, il me semble, est une question encore largement indéterminée. Les sciences de la conscience sont encore à leur balbutiement. Par contre, il me semble que ça a une importance absolument majeure d'un point de vue moral. Et c'est surtout pour ça que je pense que
typiquement essayer de voir si les intelligences artificielles peuvent devenir conscientes. Est-ce qu'on a même des intelligences artificielles déjà conscientes aujourd'hui? C'est des questions très sérieuses qui sont étudiées par des grands scientifiques. Par exemple, Yoshua Bengio a participé à un papier là-dessus il y a quelques mois, qui fait une immense synthèse de qu'est-ce qu'on sait de la conscience artificielle aujourd'hui. Et leur conclusion, ce n'est pas que c'est complètement stupide d'y réfléchir. Au contraire, ça semble de plus en plus pertinent. Et c'est vrai que d'un point de vue moral, peut-être que ça a une importance. Est-ce que si une intelligence artificielle devient consciente, il ne faudrait pas la prendre en compte dans notre cercle moral? C'est extrêmement important, c'est vrai. Et c'est tout le débat qui se base aussi sur le libre arbitre. Si on n'est pas libre, est-ce qu'on est responsable? Ou si on n'est pas conscient? Parce que finalement, il y a un peu un amalgame conscience-libre arbitre parfois. En tout cas, si on n'est pas agent de nos décisions vraiment, mais exécutant d'un programme, est-on responsable? Et en fait, il est potentiellement possible, ça a été pensé, de concilier justice et absence de responsabilité. Dans un procès, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un se fait juger? On prend, je grossis le trait, hein, mais on prend dans le procès la part de déterminisme biologique. Est-ce que pathologie mentale héréditaire, schizophrénie, ce genre de choses. Déterminismes sociaux. Est-ce que je suis né dans une famille où j'ai été battu dès l'âge de 3 ans, pauvre, extrêmement difficile, et j'ai fini par reproduire la même chose? Et ensuite, il y a eu le crime, et au vu de ça, quelle était ma part de conscience de faire autrement que ce que j'aurais pu faire, donc de libre arbitre en quelque sorte? Est-ce que j'aurais pu faire autrement que ce tsunami déterministe, biologique et social? Si on se rend compte que j'aurais pas pu faire autrement ou que c'était très difficile, bah peut-être qu'on va me donner 3 ans de prison pour ce que j'ai fait. Au contraire, si je suis né dans le 16e arrondissement à Paris, dans une famille très riche, mon père est un rentier, lui-même d'une grande famille industrielle, blablabla, et j'ai un excellent code génétique parce qu'il y a eu une sorte de petit eugénisme informel qui s'est mis en place, et bien là, pour la même chose, on va se dire, bon, bah, biologique 0%, parfaitement sain d'esprit, social 0%, 100% de conscience, de libre arbitre, et 15 ans de prison pour ce qui a été fait. Maintenant, supposons qu'il n'y a pas de libre arbitre. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, il y a un philosophe, Spinoza, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui m'intéresse beaucoup d'ailleurs parce que je pense que c'est le philosophe de notre époque, qui est repris à tout bout de champ par différents mouvements, notamment dans le développement personnel, il est très utilisé. Or, en fait, si on suit Spinoza à la lettre, c'est par excellence, à mon avis, celui qui a le mieux compris notre époque. Pourquoi? Parce qu'il dit, il y a une phrase dans l'éthique qui dit « Je vais prendre les êtres humains, non pas comme ils se racontent par les récits, donc l'homme c'est l'ineffable, l'indépassable, c'est le mystère, là. Il va dire je vais les prendre non pas tels qu'ils se racontent, mais comme ils sont réellement. Et donc je vais considérer les actions et les appétits humains comme s'il s'agissait de lignes, de plans ou de corps. Donc de données. Je prends les choses, je vois les chiffres, je calcule, etc. Et donc Spinoza dit, au nom de ça, tout est géométrique, nos passions, c'est... sans qu'il l'ait vu avant l'heure, mais il dira il y a une influence génétique, une influence sociale, tout ça c'est de la mécanique. Et donc, est-on responsable si tout ça c'est mécanique? La phrase de Spinoza importante, c'est de dire la liberté, c'est juste l'ignorance des causes qui nous déterminent. Donc on appelle liberté l'ignorance des causes qui nous déterminent. Et la vraie liberté, c'est d'agir tel que notre nature se déploie le plus. Donc si pour moi manger du bois ça me rend malade, ma liberté je pourrais jamais faire ça. En revanche, manger quelque chose qui me fait du bien, ça participe à mon épanouissement. Ma liberté, c'est se connaître soi-même pour choisir les bons déterminismes. Et donc ça suppose de connaître bien son programme aussi, hein. Bon, et il dit, imaginons un homme qui commet c'est dans la lettre à Schuller, la référence. Imaginons un homme qui a commis des crimes. Et malgré toutes les lois qui auraient dit si tu commets un crime, c'est tant d'années de prison, telle sanction, etc. Si malgré tout ça, tout le cadre global, il n'a pas pu s'empêcher, donc les déterminismes ne l'ont pas déterminé suffisamment et qu'il commet quand même le crime, est-ce qu'il est responsable? Il dit, en fait, il n'est pas responsable moralement, parce qu'en fait, tout ça, ça n'est qu'une illusion, c'est le nom qu'on donne à l'ignorance. En revanche, il est responsable causalement, il a fait la chose. Et de même qu'un chien qui a la rage va tuer quelqu'un, et donc à ce moment-là, on tue le chien, il va également falloir le tuer. Alors lui, il dit le tuer ou le sanctionner ou je sais pas quoi. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a plusieurs façons de voir les choses, hein. D'abord parce qu'il est un danger pour les autres à terme. Donc là, c'est protéger la société. Mais également, on pourrait se dire, le fait de mettre ces lois
créer un cadre qui détermine les autres personnes à ne pas avoir le même comportement qui émerge. Ça d'ailleurs c'est une discussion et c'est peut-être pas aussi simple que ça, hein. Il me semble il y a des études qui montrent que pour la peine de mort aux États-Unis, la peine de mort ne dissuade pas forcément suffisamment. Donc en fait c'est peut-être pas une question, il y a peut-être d'autres déterminismes sur lesquels jouer, mais que finalement c'est plutôt en jouant sur les déterminismes de la personne qu'on va pouvoir régler la chose, plutôt qu'en en la responsabilisant individuellement. Ce qui veut dire que, imaginons qu'il y a un procès, quelqu'un a commis un crime, on sait qu'il n'est pas moralement responsable mais causalement, plutôt que de faire tout un procès qui va durer en se disant à quel point est-ce qu'il est responsable, prison. En revanche, derrière la prison, on essaye de réinsérer au maximum, de transformer la personne pour qu'elle soit de nouveau acceptée en société, ou ce qui peut être terrifiant, hein, ça fait penser à Orange Mécanique à certains moments, mais c'est ce qui se passe déjà en fait dans les prisons, c'est un programme de réinsertion. Qu'est-ce qu'on fait dans un programme de réinsertion? On cherche à réinsérer la personne et pas à la flageller en disant tu as fait ça, c'est mal. Et donc peut-être qu'il y aura un gain d'argent et on peut tout à fait préserver un modèle de justice tout en ne postulant pas une responsabilité morale mais causale. Et je me base sur un article d'un biologiste qui s'appelle Cashmore en 2010 je crois, ou 2003, qui est à l'Académie des sciences aux États-Unis. Il s'appelle The Lucretian Swerve. Il parle de Lucrèce parce que c'est le clinamen. Supposer qu'on a un libre arbitre. Et il se dit, si on n'a pas de libre arbitre, ce que dit-il, personne n'y croit en biologie ou en neurosciences, est-ce que ça annule la justice? Et il montre qu'en fait, on peut tout à fait préserver la justice et la responsabilité en postulant qu'on n'est pas maître de nos décisions pour autant. Voilà. On parlait de conscience artificielle de façon plus générale. Pratiquement toutes les capacités dont on disait qu'elles ne seraient jamais possibles dans une machine tombent une à une et deviennent mécanisables. Comment est-ce que vous analysez ça? Alors je suis entièrement d'accord, déjà. Pour moi, c'est le fruit d'une période où tout ça a émergé dans les années 40-50 avec la cybernétique. La cybernétique, le mot est un peu barbare, mais en grec, ça veut dire kybernétique, gouverner, piloter. Et c'est la science du pilotage des choses. Et on se dit, si on veut mener efficacement une action, qu'est-ce que c'est qu'une action efficace menée? C'est une action qui est la plus rationnelle possible pour optimiser et qui doit être pilotée tout au long de l'action. Parce que si je lance un caillou, il va avoir sa trajectoire, il va peut-être passer à côté. En revanche, si sur tout le long de la trajectoire, le caillou reprend l'information et se guide, là, il va toucher sa cible. Et c'est la raison pour laquelle la cybernétique est née pendant la Seconde Guerre mondiale, avec l'idée de canons de missiles anti-aériens plus efficaces que celui qui tire. Et on s'est dit, que fait le soldat quand il tire avec le canon? Il prend l'information, il voit que l'avion se déplace, il va essayer, en fonction du déplacement de l'avion, de changer sa trajectoire. Et bien tout ça pourrait se calculer. Et à partir de là, il y a une vision du monde qui change radicalement, qui est de se dire, dans toutes les choses animées, finalement un missile anti-aérien, est-ce qu'il est libre? Si on n'y connaît rien, on va se dire, si on prend quelqu'un il y a 2000 ans qui voit un missile anti-aérien qui traque sa cible, on va se dire, mais c'est incroyable, il a une volonté comme un chien, etc. Donc quelle est la différence? Pour la cybernétique, il n'y en a pas. Ce ne sont que des systèmes qui sont des centres de traitement de l'information pour arriver à la réalisation de leurs objectifs. Donc tous les systèmes ont des objectifs. Le missile, c'est de toucher sa cible. L'homme, il y en a plusieurs, mais un des plus simples, c'est la survie, le vivant, la survie. Et donc, pour ça, il y a des objectifs, se nourrir. Et comment le corps traite, avec certains modules de traitement de l'information, le plus efficacement, par des chemins détournés. L'évolution nous montre qu'il y a plusieurs façons d'arriver à son objectif, comme une sorte de fonctionnalisme, hein. On n'est pas obligé d'avoir l'œil pour se repérer. On peut avoir des antennes, on peut avoir les capteurs sensoriels différents, etc. Et donc la cybernétique, assez vite, ceux qui ont pensé se sont dit, et l'homme? Alors finalement, l'intelligence, qu'est-ce que c'est? C'est peut-être des modules qui sont asservis, qui répondent, qui sont là pour répondre à un but. Et le but, ça peut être de résoudre des problèmes pour la survie, etc. Et donc, on va prendre une métaphore simple, parce qu'on parlait de piloter et gouverner. Prenons un bateau, parce que c'était ça, chez Platon, il parle déjà de ce mot, kybernétique. Le pilote du bateau, qu'est-ce qu'il a? Il y a l'armateur. L'armateur, c'est celui qui a acheté le bateau. Ensuite, il y a le capitaine qui est sur le bateau, qui donne l'endroit où aller. L'armateur lui a dit, je veux que tu prennes, tu trouves de l'or. Le capitaine dit, ok, je vais trouver de l'or. Alors il cherche les cartes. Et déjà, il a traduit l'ordre de l'armateur avec son intelligence des modules qu'il a pour se dire, je vais aller à tel endroit. Ensuite, il transmet l'ordre au bâtonnier, celui qui a comment on appelle ça?
Je vais pas dire le volant, c'est horrible. Gouvernail. Le gouvernail, merci. Et ensuite, celui du gouvernail va transmettre l'ordre aussi pour le spécialiser à ceux qui rament. Et petit à petit, l'information s'est diluée et chaque fonction répond au but initial qui est l'ordre de l'armateur. Petit à petit, la cybernétique va dire le galérien, celui qui rame, on peut l'automatiser. Finalement, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait rien de magique. Y a-t-il quelque chose de magique dans sa fonction ? Au début, on se dira oui. Puis ensuite, la rationalité avançant, on se dit finalement, non, on peut tout à fait avoir la même réalisation par d'autres moyens et on automatise ça. Et petit à petit, on remonte dans la chaîne en voyant que qu'est-ce qui chez l'homme est magique et appartient à quelque chose de fondamentalement irrationnel. Avec un peu de travail, on se rend compte qu'on peut obtenir le même résultat de manière rationnelle, plus efficace, plus régulière, plus prédictible. Et donc, la cybernétique, c'est de remplacer chez l'homme le trait de génie, l'instinct, le feeling, ce qui n'est pas transmissible, par une décomposition moléculaire. On reprend toutes les étapes, on les recompose plus efficacement et on le duplique. Et donc, chez l'homme, il y a compter, calculer, c'est des choses qui ont été remplacées. Traduire des langues. Un des grands, l'inventeur de la cybernétique, c'est Norbert Wiener. Il a écrit dans une lettre à Warren Weaver, qui était un mathématicien, qui était un premier à travailler sur des machines à traduire. Et Norbert Wiener disait, dans une correspondance privée avec lui, il n'y aura jamais de machine à traduire, on ne pourra pas. Et en fait, en cybernétique, il faut se dire, à chaque fois qu'on dit que quelque chose chez l'homme ne pourra pas être remplacé ou ne pourra pas être imité, 5 ans plus tard, il y a déjà une première innovation qui commence à grignoter. Donc nous, l'homme, notre vision de l'homme, qui était d'ailleurs celle un peu des Lumières, petit à petit est grignotée. Et on remonte. Qu'est-ce qui reste ? Qu'est-ce qui reste de l'homme là-dedans ? Où est l'homme dans l'homme ? Ça, c'est la question qui est vertigineuse et qui fait que beaucoup de gens sont très agressifs envers l'IA parce que ça inquiète. On se dit, mais c'est terrible, qu'est-ce que je suis là-dedans ? Donc, c'est une angoisse métaphysique. Alors, aujourd'hui, en tout cas, mais ça peut changer à terme, mais ce qui semble être la différence majeure, c'est que il y a 2 types d'intelligence, on va dire. L'une qui est une intelligence instrumentale, d'accomplir l'objectif, comme l'armateur a donné l'objectif. Et donc le reste est asservi à ce but, trouve les moyens de le faire, mais n'a pas donné le but initial. Et pour donner le but initial, il faut un autre type d'intelligence, qui est une intelligence qu'on pourrait dire incarnée, qui est de comprendre une situation et d'émettre des buts. D'émettre le fait de se dire, tiens, au regard de tout ça, j'ai envie de ça, je veux ça. Et ça, pour l'instant, ça a l'air d'être le propre de l'homme, d'être l'initiateur, mais on voit que petit à petit, on se transforme presque en donneur de buts et on n'a plus besoin de réaliser les buts intermédiaires. Et on va se dire, la moralité, c'est évidemment de fixer ces valeurs-là, mais est-ce qu'on sera toujours apte à fixer ces valeurs si on est de plus en plus affranchi de la réalisation ? Parce que finalement, il faut connaître le monde pour fixer des valeurs, se rendre compte des choses, il faut être responsabilisé. Et quand je parlais tout à l'heure de celui qui bombarde, quand on ne voit pas les personnes, on se déresponsabilise et on finit par avoir des valeurs, des opinions, des buts qui peuvent être complètement désincarnés, hors du réel. Et là, la question vertigineuse, Shaiman, c'est est-ce que nos buts eux-mêmes ne sont pas produits par des mécanismes, la survie, la reproduction, qui sont, en tout cas globalement, quelque chose propre du vivant, en tout cas des mammifères sexués, on ne les choisit pas, c'est quelque chose qui s'impose à nous. Et on sait bien qu'il y a des buts aussi, qu'on se fixe des valeurs qui sont produites socialement par des effets de conformisme, par de pression de groupe. Et peut-on faire émerger des buts, des valeurs indépendamment des déterminismes, ou ne sont-elles que des reflets d'autres systèmes presque cybernétiques ? Et la cybernétique nous dira, entre l'homme, l'animal, une machine, donc entre Julien Gobin, Shaiman et un thermostat, il n'y a pas de différence ontologique. Ça ne sont que des portes logiques de traitement d'information qui ont un but. L'un, c'est de chercher à comprendre le monde, comme nous aujourd'hui, ou de trouver le thermostat à 20 degrés. Et une fois que c'est atteint, c'est bon, et on retrouve l'équilibre initial, le but a été accompli. Oui, et finalement, ce qui est très amusant là-dedans, c'est que pendant longtemps, l'homme s'est justement érigé comme une sorte de merveille par rapport au reste, là où on se rend compte justement que finalement, on n'est peut-être pas si incroyable que ça par rapport au reste, et que surtout, ce qui nous différencie, c'est peut-être même plus notre imperfection que nos réelles performances. Oui, et ça c'est très drôle. Enfin, je dis c'est drôle, c'est amusant en tout cas. C'est vrai que sur les 50 dernières années, 60, enfin 80 depuis le début de la cybernétique, il y a eu beaucoup de résistance et de peur en disant oui, mais à chaque fois qu'on trouvait une machine à faire quelque chose, on disait oui, mais l'homme c'est autre chose. L'homme peut faire de la poésie, l'homme, etc. L'homme traduit des langues, l'homme calcule. Et puis petit à petit, comme on le disait, le saucisson est coupé. Puis on arrive à l'entame.
Et aujourd'hui qu'on est à l'entame, et ça c'est quand même, là ça fait 2-3 ans qu'on entend ça, depuis qu'il y a ChatGPT, c'est oui mais l'homme, jamais une machine ne pourra faire d'erreur, la machine n'est pas mortelle, la machine ne se trompe pas, et c'est ça qui fait la beauté de l'homme. Et ce qui est très drôle, c'est qu'on s'est targué d'énormément de galons, on a montré toutes les plus belles médailles, elles ont été retirées, et maintenant on dit oui mais je suis nu, je suis faible, je suis fragile, et c'est ça qui fait la dignité de l'homme, aujourd'hui qui est avancé comme tel, et peut-être que ça nous permet de nous regarder en face de manière plus lucide, plutôt que de se targuer davantage qui sont sans doute très admirables, hein, c'est pas la question, mais qui ne sont pas une exception métaphysique, qui peuvent s'expliquer peut-être, et donc tirer sa dignité de choses qui sont réalistes et qui nous permettent peut-être d'être plus lucides sur nous-mêmes. Et c'est sans doute la meilleure façon d'avancer ensuite, en se connaissant vraiment et en étant conscient de nos limites et de nos atouts. Dans cet entretien, on a parlé de la mutation qu'est en train de vivre la civilisation occidentale. Qu'est-ce qu'il en est du reste du monde? Ah, alors ça, évidemment, moi j'ai pris dans mon livre, et ça pourra en décevoir quelques-uns, je prends l'Occident, les droits de l'homme, les Lumières, dans une boîte de pétri. Donc on prend toutes les bactéries que nous sommes, on les enferme, et on dit, toutes choses égales par ailleurs, laissons poursuivre la dynamique, où est-ce qu'on en sera. Ce qui est important, pour les autres civilisations, c'est le système culturel dans lesquels elles sont, les valeurs auxquelles elles obéissent. On l'a dit tout à l'heure, hein, la technique est un agent au service de valeurs. Et ensuite, la technique en retour peut façonner des valeurs transformées, mais c'est pas deux choses qui ne peuvent pas obéir séparément. Alors, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est la Chine, puisque dans la Chine, il y a un système culturel, une philosophie qui est le confucianisme, qui, lui, n'a pas du tout la même vision sur l'idée de la vie privée, sur l'idée de l'individualité. Il y a des cercles d'appartenance, et finalement, dans le confucianisme, en servant ses proches, on sert la communauté, et donc traduire toutes ces données à un système général, et ben en fait c'est participer à la communauté, c'est quelque chose de bénéfique, et en effet c'est bénéfique pour un système d'IA, puisqu'une IA, plus elle a données sur les personnes, plus elle sera performante. Donc si on pense en des termes de recherche, pas en santé, si on a accès à toutes les données de santé des personnes, il y aura forcément des gains qui vont être faits. Donc le système, c'est de dire j'ai tout à y gagner, à transmettre, alors qu'en Europe, il y a une réticence, parce que culturellement, au contraire, la protection de la vie privée est très importante. Et là, on arrive dans une question de géopolitique. Est-on dans un système culturel qui nous permettra de rester non seulement dans la course, mais ne pas se faire écraser économiquement ou militairement, parce que les gains de recherche en IA peuvent aller très vite. Et ce qu'il faut comprendre, en tout cas pour moi, c'est que l'IA, c'était des phrases du sulfureux et controversé Peter Thiel, ou Thiel, je ne sais pas comment le dire, mais qui disait l'IA est communiste. Pourquoi ? Parce que l'IA a besoin de centraliser le maximum de données pour ensuite redistribuer, exactement comme faisait le communisme autrefois. Il y a un parti qui prend les informations, la tête pensante, et ensuite on planifie. Google Maps ou Waze, c'est l'idée d'avoir le trafic de toutes les personnes. Et à partir de là, on optimise le trajet. On peut sacrifier quelques personnes, on planifie. Certains ont un trajet un peu sous-optimal, mais ça participe au bien-être, à la fluidité maximale du système. Ce qui est tout à fait dans la logique confucianiste. Et donc, c'est une question que je me pose. Est-ce que notre libéralisme ne va pas tendre vers un nouveau communisme ? Pourquoi ? Parce que l'échec du communisme, ça a été d'avoir quelques personnes qui planifie la société avec les informations qui arrivent. Bon, quand on est en Russie dans les années 40, 50, 60, l'accès aux données est quand même assez faible. En plus, il y a beaucoup de mensonges parce que les gens ont peur, sont dans un climat de terreur. Donc les données à disposition ne sont pas terribles. En plus, il y a quelques cerveaux, c'est pas terrible non plus. Donc la planification est extrêmement grossière. Le libéralisme, lui, se dit, oh là là, c'est pas forcément le bon modèle, on va faire autrement, on va faire une sorte de darwinisme. Peu importe les idées, on les laisse toutes venir et on prendra celle qui fonctionne le mieux, que le marché va sanctionner. Et donc c'est presque se dire, plutôt que de planifier, je vais faire une simulation, je vais laisser tourner le modèle et je vais prendre l'initiative qui a été la plus porteuse parmi toutes les initiatives concurrentes. Dans le communisme, on pense les initiatives concurrentes et on en choisit une, mais on n'a pas pu avoir le réel. Et donc une IA, qu'est-ce qu'elle peut faire aujourd'hui ? S'il y a suffisamment de données récoltées, il y a à la fois la puissance des données, la puissance de calcul, et donc l'idée de planifier, comme le fait Google Maps sur les trajets, et donc potentiellement planifier les nouvelles tendances, les nouveaux marchés, les nouvelles innovations, en pouvant simuler les réactions des gens
parce qu'on a suffisamment de données. Ça a été un projet qui a été fait dès les années 70 au Chili, avec CyberSyn, qui était un projet de gouvernement cybernétique. Donc là, on est comme dans Austin Power, où il y a des sièges des années 70, des télévisions et tout. Et toutes les entreprises transmettaient leurs données en temps réel de production et l'ordinateur devait calculer pour donner les ordres de production ensuite, dire combien il fallait produire aujourd'hui en fonction de l'état du marché, etc. Ça n'a pas marché parce qu'il y a eu à la fois des désordres politiques et c'était absolument trop ambitieux pour les moyens de l'époque. Mais c'est pas parce qu'une chose n'a pas marché autrefois qu'elle ne peut pas marcher aujourd'hui, parce qu'entre-temps, les choses évoluent. Et toutes les ambitions de la science du 19e siècle qu'on qualifiait de positivistes, aujourd'hui, des moyens techniques font que certaines choses sont réalisables. Et donc, il ne faut pas forcément rejeter en disant « ça n'a pas marché ». En fait, la technique évolue et rend possible des choses qui paraissaient impossibles autrefois. Nous arrivons donc à la fin de cet entretien, mais avant de conclure, j'aimerais quand même rappeler que vous êtes l'auteur du coup de ce livre, L'individu fin de parcours, le piège de l'intelligence artificielle, publié chez Gallimard, et que vous pouvez d'ailleurs commander en passant par le premier lien en description. Pour terminer, question finale que je pose à tous mes intervenants, tous mes invités. Si vous étiez sur une scène avec l'humanité entière face à vous et un micro dans la main, que vous pouviez lui passer un message en quelques minutes, qu'est-ce que vous aimeriez dire ? Alors, je donnerais un message à moitié New Age, à moitié rationnel, parce que l'être humain est aussi pétri de contradictions. Je dirais que nous entrons dans une société qui me semble régie par l'efficacité, le calcul, l'utilité, en gros une logique comptable. Et il y a d'autres valeurs qui échappent complètement à la logique comptable, et notamment l'amour, le pardon, qui sont des valeurs, en fait, qui sont des aberrations comptables, puisque l'amour, en fait, c'est l'infini dans le don. Le pardon, au contraire, c'est de casser une ligne de crédit ou de dette de manière radicale. Et donc, tout ça, c'est des aberrations comptables, mais c'est aussi ce qui fait notre humanité. Et donc, j'en arrive au point qui me semble le plus important. Dans ce monde de l'utilité, de l'efficacité et de l'efficience, on se retrouve un peu en décalage, puisqu'on nous, on n'est pas comme ça, parce qu'on est pétri de biais cognitifs. Et on nous dit les biais cognitifs, il faut en faire la chasse, parce que c'est tout ce qui conduit au chaos aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, le monde technique, lui, est rationnel. Donc nos biais sont des problèmes. Or, le biais, c'est tout ce qui fait de nous des êtres humains. La façon dont on voit le monde, le fait qu'on aime être sociable, le fait qu'on aime l'attirance sexuelle, tout ça, c'est des biais, en fait. Et donc, conserver les biais et en être fier, en fait, on leur doit notre survie. Aujourd'hui, on a créé un monde qui a évolué tellement vite, qui nous met en décalage avec notre évolution biologique. Est-ce qu'il est forcément nécessaire de vouloir les éradiquer ? On peut essayer de trouver une façon de poursuivre cette ascension de l'humanité, mais en restant fidèle à ce qui fait de nous des humains. Voilà. Donc c'est un peu mon message, faites l'amour, pas l'utilité. Julien Gobin, merci. Merci.